C'était surtout essayer de donner de la fluidité à de la foulée. Pas chercher, par exemple, à développer la VO2 max. Il a 92, c'est bon. Oui, ça va être compliqué de faire plus. C'était pas le sujet. Donc, j'ai dit, voilà, c'est pas ça qu'il faut bosser. Donc, quand on disait tout à l'heure, parler de faire de la VMA pour développer la VO2, oui, pourquoi pas. Mais là, c'était pas le sujet. Donc, c'est tout, donner de l'amplitude et de la souplesse, améliorer le rendement à vitesse élevée, sans perdre sur tout le reste, par contre. Pas perdre en montée, pas perdre en descente. Et c'est un gars, il court pas à pied. Je le connais. C'est un gars, il s'entraîne en ski, en vélo, à pied, il court quasiment pas. Il s'aligne à Cerzinal, il fait 2,37, il est sur le podium. Il y a quand même des choses comme ça qui se multipliaient, des exemples qui se multipliaient, et je me disais, non, il y a un truc, ça va pas, quoi. Il court pas, lui, je le connais, il court pas. Et oui, salut, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je suis excessivement heureux de vous proposer l'épisode du jour et je vais vous présenter notre invité dans quelques instants. J'en profite, comme vous le savez, et quasiment à chaque fois et à chaque début d'épisode, je salue les nouveaux Patreons qui nous ont rejoints dans la communauté de soutien participatif du LTP. Et donc ils sont assez nombreux parce que je les avais pas cités depuis un moment. Il y a Fiona Porte, et oui, Fiona Porte qui nous a rejoint dans la communauté, je la remercie. François Camdrouin, Jules Siran, Mathieu Côté ou Mathieu Cotte et Guy-Henri Joël, donc mon papa que je salue, et ma maman qui m'écoute régulièrement. Et oui, ça fait plaisir d'être soutenu par la famille. Comme vous le savez, et à chaque fois je vous le précise, mais si vous intégrez la communauté des Patreons, vous pourrez bénéficier des épisodes en avant-première, de l'accès à la visio sur laquelle nous échangeons tous les mois, et puis partager, échanger avec toute une communauté de trailers passionnés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/Let's Trail le podcast. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je me suis entretenu avec un personnage du milieu du trail et du ski alpinisme qui compte, mais qui se fait très rare dans le milieu médiatique puisqu'il intervient quasiment jamais. Et du coup, il est entraîneur de sport d'endurance et plus particulièrement de trail et de ski alpinisme depuis plus de 15 ans. C'est un véritable autodidacte. Il entraîne tout d'abord dans son club de Faverges en 2006 à côté d'Annecy et est très vite sollicité pour accompagner les athlètes les plus performants dans les deux disciplines. Tout d'abord en ski alpinisme avec William Bonmardion, Axel Gachet-Mollaret, Alexis Sevenek, et également des athlètes de référence internationale en trail et ultra trail tels que Caroline Chavreau, Céline Lafaille, Fiona Porte, Christelle De Waal, Aurélien Junampala ou encore Emily Fosberg. Il a même été sollicité par Kylian Jornet pour l'accompagner lors de son record sur Sierzinal 2019. Et vous le verrez, vous l'entendrez, nous discuterons de sa vision du métier d'entraîneur, de la relation privilégiée et fidèle qu'il entretient avec ses athlètes, de la manière avec laquelle il fait évoluer ses points de vue en s'appuyant sur la recherche ou sur ses retours d'expérience, et de plein d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Jean-Louis Ball. Salut Jean-Louis, je te remercie énormément, mais vraiment énormément de nous rejoindre sur le LTP. Comment vas-tu ? Bah ça va bien, merci. Bon, on est en milieu de la saison et voilà, je me prépare à... En fait, je vais bien, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, j'ai une opération, j'ai des problèmes de santé assez importants et qui vont arriver et je me prépare à une opération assez lourde dans les semaines qui arrivent. Mais bon, ceci dit, pour le reste, ça va. Voilà. D'accord. Bon, on te souhaite tout le meilleur pour ce qui arrive là. Jean-Louis, dans un premier temps, je voulais remercier Fiona Porte qui nous a mis en relation, qui est une athlète qui est passée dans le LTP, qui est d'ailleurs une soutien participatif du LTP, qui est Patreon. Et donc c'est elle qui nous a mis en relation car comme on l'a dit et on en a échangé un petit peu juste avant, tu n'apparais pas beaucoup dans les médias, donc je te remercie vraiment beaucoup de nous accorder de ton temps. Ok, bah de rien. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Fiona, si ce n'est que tu l'as un peu accompagnée? Alors Fiona, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. En tant que coureuse, je l'ai vu débuter à peu près en 2009. J'ai tout de suite vu qu'elle se débrouillait bien. Elle courait contre des coureuses que j'entraînais à l'époque. Et j'ai vraiment suivi un peu son début de carrière. Et puis après, en 2012, j'ai eu l'opportunité de l'entraîner en fait. Et donc, dans les années 2012-2013,
je l'ai entraînée. Elle a eu des soucis après. Elle a eu un accident de ski de randonnée. Elle s'est cassé les croisés. Donc, je l'ai un peu aidé à revenir, à reprendre après, et refaire les Templiers en fin de saison 2013. Et puis après, elle a eu des soucis de santé pendant des années. Elle n'a pas pu résoudre. Et du coup, on est toujours resté en contact. Parce qu'elle est spontanée, elle est sympa. Bon, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ah, je confirme. Et en fait, elle a eu des velléités de reprendre en 2019-2020. Bien qu'entre-temps, elle ait fait 2-3 courses, mais sans motivation particulière. Et en 2019-2020, elle a voulu vraiment essayer de revenir quand même à un niveau correct. Du coup, je l'ai un petit peu aidé de nouveau à repartir. Et puis là, ça marche pas si mal. Et elle se prépare à la TDS et je l'ai eu encore ce matin. D'accord. Bon, voilà. Je tiens à la remercier une nouvelle fois pour la mise en relation avec toi, Jean-Louis. T'as écouté un petit peu des épisodes, tu m'as dit juste avant, oui. Donc tu sais un petit peu comment est constitué le format. Ouais. J'aimerais que tu nous parles, si possible, de ta relation avec le sport déjà en étant enfant. Qu'est-ce que tu as pratiqué? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Alors donc je commence à avoir un âge un petit peu avancé dans le milieu. Hein. Donc les premiers sports que j'ai fait, c'est en 68. J'ai pris ma licence de judo pour commencer. Donc c'est un sport que j'ai pratiqué de 68 et durant les années 70. Également une licence d'athlétisme en 70. Donc j'ai pratiqué 2 sports de façon simultanée. Ouais, c'est deux sports qui sont pas communs à mettre ensemble, hein. C'est assez paradoxal. Oui, oui. Oui, les entraînements de la semaine pouvaient ça pouvait se chevaucher, quoi. Mais bon. Et puis ça, j'ai fait ça dans les années 70. Et après, à la fin des années 70, j'ai fait de la moto, des courses de moto. Motocross ou? Non, moto de route. Moto de route, ouais. Enfin, course de côte et promosport. D'accord. Une partie en circuit, une partie sur des routes. Voilà. Et j'ai fait, alors c'est pas du sport, mais j'ai fait un peu de compétition d'échecs. Ah oui. Ouais. Un touche à tout. Alors, entre 85 et 90. Et au niveau du sport, pour ce qui est de l'expérience, j'ai aussi mon premier travail qui a consisté à être préparateur dans l'équipe de France de ski alpin. Ouais. Donc du matériel entre 79 et 82, c'est mon premier travail en fait. D'accord. Donc là, j'ai tourné un peu sur les coupes d'Europe à 80% et un peu les coupes du monde 20%. D'accord. Bon, tu vas nous expliquer juste un peu plus tard comment tu te retrouves à être préparateur physique en équipe de France. C'est pas. Là, c'était préparateur en ski alpin, préparateur matériel. Préparateur matériel, d'accord. Oui, donc là, on était sur le fartage. D'accord, pardon. Ok. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ton premier job, entre guillemets, dans le milieu du sport. Ouais. Quelle était ta relation avec le sport, toi, étant plus jeune, étant enfant, adolescent? C'était quelque chose qui était plus sur de la performance quand tu faisais du judo ou de l'athlé, tu étais sur du récréatif ou tu étais vraiment sur quelque chose de... Non, le judo, c'est un peu mon père qui m'a un peu poussé, bien qu'il n'ait pas famille sportive du tout. Ouais. Il voulait faire un homme. Et puis l'athlétisme, c'est vraiment une passion. Moi, j'ai toujours ça a tilté d'emblée, quoi. Dès que j'ai vu des gens courir ou faire des sauts, ça m'a tout de suite plu. Et du coup, je me suis inscrit au club d'athlé de ma ville. Là, mes parents, ils m'ont pas poussé du tout, ni freiné d'ailleurs. Et c'était un club pour dire, il y avait même pas d'entraîneur en fait. Donc j'étais sur le stade et j'étais livré à moi-même et je faisais du saut, du sprint. J'étais pas du tout dans l'aérobie. Et on partait faire les compètes avec des parents de collègues qui nous emmenaient en voiture à 3 voitures. Là, on était bourrés à 4 ou 5 dans les voitures. On allait faire les meetings. Ouais. Et donc c'est une époque où fallait vraiment être motivé. Moi, ça me plaisait beaucoup. Donc, c'était vraiment la passion. L'athlétisme, c'était ma passion pendant longtemps. T'aimais courir, quoi? Courir, sauter. Moi, ce que j'aime bien, c'est les sports de chiffres. Ouais. Donc, aller plus loin, plus haut, voilà. On mesure, on essaye, on mesure. Et puis la performance individuelle par la mesure. Ouais, j'aime bien ça. C'est différent le trail, mais à la base, je suis plutôt athlète. Qu'est-ce qui donc tu en as parlé un peu, c'était quelque chose c'est la performance qui t'a attiré avant tout. Ouais. Et
tu disais que tu aimais courir, mais mis à part ça, je veux dire la motivation vraiment intrinsèque, on en parle souvent. C'était quoi? C'était plus la performance montrée aux autres ou montrer te montrer à toi-même que tu pouvais être performant. J'aime bien, battre hardcore, tout bête. Je me souviens quand j'étais gamin, je faisais des petites marques dans le couloir de la maison et puis j'ai du saut longueur sans élan. Ouais. Et je passais 1 heure à essayer de battre ma meilleure marque. Et comment t'as essayé de progresser? Tu disais que t'avais pas d'entraîneur. Ouais. Sur quelle base tu t'appuyais? Sur quelle Très honnêtement, à l'époque, en fait, je sautais, et puis je recommençais. J'avais pas de notion d'entraînement et on n'avait pas d'entraîneur dans le club. Faut se rendre compte de la différence qu'il y a entre cette époque et aujourd'hui. Ouais. Donc là, c'était en 70. Non, il n'y avait pas d'entraîneur. Alors en fait, c'était des athlètes les plus âgés qui nous donnaient des coups de main. Ouais. Ils nous regardaient un petit peu, ils nous donnaient 2-3 conseils et on repartait un petit peu tout seul s'entraîner. Donc il n'y avait pas forcément un effet de groupe, il n'y avait pas quelqu'un pour nous encourager. Donc fallait quand même être motivé, quoi. Ah ouais, fallait vraiment être passionné, j'imagine. On n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui avec les gros clubs notamment. Du coup, t'as un peu, c'était un peu au feeling, au ressenti. Tu essayais des choses à l'entraînement, en compétition aussi, et tu voyais si ça marchait pas. Oui, ça allait pas bien loin. Donc voilà. C'est sûr que c'était pas, il y avait pas d'accompagnement. Alors après, j'étais dans un club qui était pas très grand, la ville de 5000 habitants. C'était où? Moi, là où j'habite, c'est-à-dire Faverges, à 25 km d'Annecy. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un club quand même beaucoup plus structuré. Il y a 250 membres, il y a 3, 4, 5 entraîneurs. C'est différent, hein. Dans les années 70, là, j'imagine qu'il y avait très peu d'enfants, notamment. On dit souvent aujourd'hui qu'on voit que nos enfants bougent pas assez, mais on constate quand même qu'il y a de plus en plus de gamins qui sont quand même attirés par l'athlé et comme tu disais, il y a de plus en plus d'adhérents. Dans ton enfance et dans ton adolescence, tu étais un peu considéré avec tes copains comme des gens qui étaient un peu à part le fait de faire de l'athlétisme? Athlétisme, on était quand même pas très nombreux. C'est un sport un peu austère. À l'époque, c'était très austère, hein, comme discipline. C'est sûr que les gens allaient beaucoup plus au foot, par exemple. Le judo, il y avait déjà beaucoup de monde, beaucoup plus de licenciés qu'en athlétisme, bizarrement. Voilà. Après, c'est un petit peu par la suite. Il y a eu des anecdotes amusantes, mais plus tard, en 76, 78. Où là, il y avait la première personne qui se mettait à faire du footing en ville, hors stade. Parce qu'avant, quand on voulait faire de l'athlétisme, on était dans un stade. On sortait pas du stade. Et on courait pas à l'extérieur d'un stade. Et à Faverges, le premier qui commençait à courir, à faire des simples footings, quoi. Dans la ville, tout le monde l'appelait le fou, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment une autre époque, quoi. Personne courait à l'extérieur d'un stade. Ouais, ça se faisait pas. C'est athlétisme égale stade, égale piste, quoi. Et si je me souviens des premières personnes qui couraient même en montagne, ils étaient super critiqués par les promeneurs, par les montagnards. Hein. Ouais, ça a bien évolué tous ces points de vue-là. Quand on voit la masse que représentent les runners aujourd'hui oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Les temps ont bien changé. Mon père me disait, les sportifs, le sport, c'est pour ceux qui travaillent pas, quoi. Ceux qui travaillent, ils ont pas envie d'aller faire du sport. Voilà un peu l'état d'esprit pour dire que je veux pas dire que j'étais vraiment poussé par la famille. Hein. Ouais, et en plus j'ai réfléchi à ça récemment. Il y avait aussi, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais de manière générale, les intellectuels, notamment les profs, etc. Ils étaient pas trop portés sur le sport. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un peu cette notion aussi de sport égale l'inverse de l'intelligence, quoi. Oui. Bon, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est un peu un raccourci. Mais je pense qu'il y avait quand même la considération pour le prof de sport qui était prof de gym à l'époque, elle était quand même pas très élevée. Hein. Toi, tu as commencé à réfléchir donc tu disais que pour toi tu apprenais, tu essayais de comprendre un petit peu le fonctionnement humain par rapport aux performances. Quand est-ce que tu as eu un peu ce déclic de se dire je commence à avoir un petit peu des compétences et je commence un peu à comprendre le truc et je veux les transmettre à d'autres? Alors, en réalité, j'avais déjà un petit peu d'intérêt pour la physio tout enfant. Je me souviens d'avoir lu la définition de la VO2 max sur un petit Cossège en 72. J'avais 14 ans. Ouais. Mais je pense que j'avais pas compris en fait. Hein. Non, mais quand même, ça m'intriguait. Le truc m'intriguait.
Mais après, en fait, j'ai jamais eu de velléité d'entraîner à la base. Et ça arrivait bien plus tard. Puisqu'après, en 95, je suis resté longtemps sans faire de sport. J'ai repris une licence dans mon club d'athlètes, juste pour l'entretien physique. Et puis dans le même club? Ouais, d'accord. Même club. Ouais. Et du coup, je me suis mis. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à l'entraînement, surtout aérobie, parce qu'avant, moi, c'était plutôt l'anaérobie à lactique. Ouais. Et je commençais à faire des petits plans pour des copains, en fait, sur des 10, des semi, voilà, pendant des plans de 2 mois. Et puis après, il y a eu notre club, on organisait des courses, et on organisait un 10, un semi à la fin des années 90. Et un jour, on a changé, c'est-à-dire qu'on s'est mis à organiser un trail. Donc ça, c'était en 2001. 2001. Et ça, c'était très nouveau pour moi, et on était un des premiers clubs d'athlètes à organiser un trail. Et toi, tu pratiquais le trail, la course en montagne à l'époque, ou quand tu... Non, parce que nous, on faisait plutôt du goudron. Et alors après, c'est vrai que le mot trail, par exemple, moi, je le connaissais pas avant le trail de Faverges qu'on a organisé en 2001. Le mot, je le connaissais pas. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même des courses déjà qui existaient. Il y avait le Cross du Mont Blanc, ça existait déjà, le Nid d'Aigle, le Bélier à la Clusaz, ça existait. Et ça, c'est des courses qui se faisaient plutôt l'été pendant la coupure. C'est-à-dire que l'été, on arrêtait les entraînements et les gens, ils allaient éventuellement faire des courses. Ils allaient faire ce genre de courses. Mais le nom qui était donné, je saurais même pas dire si c'était course de montagne, course nature, voilà. Bon. Et c'est plutôt quand il y a eu la montée du trail, dans notre club, on a saisi un peu l'intérêt. Enfin, on a vu que ça montait un peu en puissance. Et du coup, on a remplacé les organisations de 10 semis par un trail. Ah oui. En Donc vous avez pas ajouté un trail, vous avez carrément. Non, parce qu'on peut pas tout faire non plus. Pas tout faire. Et donc là, j'ai vu le premier trail, donc j'ai regardé ça complètement un peu d'extérieur, quoi. Et puis je me souviens bien que celui qui a gagné, c'est quelqu'un que je connaissais bien et qui était pas un des meilleurs coureurs sur plat, quoi. Pour moi, il y avait celui qui allait gagner le premier trail, c'était le meilleur coureur sur plat. Et ça n'a pas été le cas du tout. Donc là, déjà, ça m'avait un peu interpellé. Et puis on a eu une coureuse au club qui était assez douée et qui était livrée à elle-même. Et à cette époque, les entraînements, ils étaient vraiment faits pour le 10 semi. Il y avait pas du tout un entraînement pour le trail. Et elle était assez douée, notamment en course de montagne où elle avait fait 3e au Nid d'Aigle, par exemple, ou trail. Et je m'étais dit, ça vaudrait le coup quand même qu'elle s'entraîne correctement. Donc là, je lui ai proposé à un moment donné de l'aider. J'ai acheté une montre Polar connectée, ça commençait un petit peu. Et puis j'ai commencé à l'entraîner, elle toute seule. Mais pour moi, c'était provisoire, c'était pas du tout une vocation. Et puis, elle a commencé à marcher pas trop mal. Il y a une deuxième jeune fille de ma région qui est venue, c'était Céline Lafaille, qui avait 21 ans. Et du coup, qui n'avait pas d'entraîneur non plus. Donc, il s'est trouvé que je l'entraînais aussi. Donc, je me suis retrouvé donc avec 2 filles qui étaient orientées plutôt donc course nature. Et Céline, elle est rapidement rentrée en équipe de France. Elle a fait 3 aux France de montagne en 2005. Valérie elle-même, elle avait battu le record sur le trail de Faverges de Corinne Fabre. Donc elles avaient toutes les deux marché pas trop mal. Elles avaient fait l'objet d'une interview sur Endurance Magazine où je sais plus comment s'appelait le magazine avant, c'était pas le même nom, hein, mais bon, c'est la même revue. Et puis du coup, de fil en aiguille, les gens ils sont venus à Faverges et ils voulaient être entraînés pour le trail. Alors que jusqu'à présent, les gens qui venaient, ils venaient pour le 10 et le semi. Et à partir de cette époque, tous les gens venaient pour le trail, en fait. Tu parlais tout à l'heure, tu disais, je te coupe, Jean-Louis, excuse-moi, mais tu disais, quand t'as vu ce premier trail à Faverges, ouais. Ça a rebattu un petit peu les cartes de tout ce que tu pensais, hein. Tu disais, ce gars, il est performant sur plat, il va forcément performer sur trail. J'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail de ta perception et de comment tu as appréhendé le fait que le trail c'était vraiment un sport à part entière et comment tu as réussi à comprendre et à changer ton prisme. En fait, c'est à cette époque, j'ai pas compris, mais sans essayer de trouver des explications en 2001. Mais le fait que après je continue d'entraîner, donc là je parlais de Valérie, Céline, après un autre trailer qui est pareil, qui est devenu dans les meilleurs français.
Après, Charles Duboulot, c'était un jeune de 17 ans, je le mets un peu, enfin, qui venait pour le ski alpinisme. Je mets un petit peu à la course de montagne, il fait 2 au France Junior, Élise, qui fait 7 au France de montagne. Donc, en fait, c'était le niveau un peu des premiers coureurs que j'ai eu. Et je me suis retrouvé avec 5 coureurs et à l'époque, moi, je me considérais pas comme entraîneur. J'avais rien fait de spécial là-dessus. Simplement, je les aidais à l'entraînement. Et au bout de 2-3 ans, je me suis dit, mais là, t'es en train de vraiment c'est plus un hobby, quoi. T'es en train de le faire, sérieusement et t'as de la demande de partout. Parce que c'est vraiment arrivé, c'est monté en puissance à cette époque, le trail. Mm-hmm. Et il y a de plus en plus de demandes et du coup je me suis dit finalement ça me plaît bien, je vais m'y mettre et c'est là que j'ai commencé à bosser réellement la physio et l'entraînement. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, pas tout de suite. Et notamment il y a eu après cette question, c'est que je me suis aperçu au fil du temps qu'en fait il y avait des différences significatives entre courir en montée et courir sur plat. Donc ça c'est devenu vraiment un de mes principaux sujets, d'ailleurs c'est toujours le cas. Mm-hmm. Et j'ai eu aussi l'occasion d'entraîner en ski alpiniste depuis 2006-2007. Et donc, avec des membres de l'équipe de France. Et en fait, j'entraîne depuis bientôt 20 ans en course à pied et 15 à peu près en ski alpinisme. Et donc là, je me retrouve avec une population qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que j'ai une vision des deux sports. Et j'ai une typologie d'athlète en ski alpiniste qui n'est absolument pas la même que les coureurs à pied traditionnels, encore moins de ceux que j'ai connus au début sur la route, sur le goudron, quoi, en hors stade. Et du coup, c'est là qu'en fait ça a renforcé mon questionnement, quoi, parce que je vois bien que eux performent très très bien en montée, alors que sur place c'était pas forcément bon et qu'ils en faisaient jamais. Et que ils ont tous, par contre, des grosses qualités physiques au niveau VO2 max. Ils sont vraiment, ça tourne à plus de 80, entre 80 et 90. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passait, quoi. Et même inversement, les skieurs alpinistes au tout début, j'ai fait des erreurs parce que je les ai fait courir sur le plat. Et en fait, ça a aucun effet pour eux. En ski, ça n'avait aucun effet. C'était une catastrophe. Donc, en faisant des erreurs comme ça, je me suis dit, bon, là, il faut que je creuse le sujet, quoi. Et ça, c'était, on va dire, 2006, 2007, 2008. Puis, en gros, j'ai fait que ça, quoi. Dans cette période-là, il y avait très peu j'imagine, d'entraîneurs spécifiques trail ou ski alpinisme. Oui, totalement. C'est pour ça que la demande devait être importante parce que le sport grandissant, très peu de références, très peu de référents entraîneurs. Du coup, tu t'es retrouvé avec effectivement beaucoup de. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en trail, effectivement, je me suis fait déborder, quoi, parce que encore une fois, j'étais pas parti pour entraîner sur des années, pas du tout. Il y a eu de l'amant en permanence. C'est-à-dire, moi, j'ai fait que soit accepter certains coureurs, soit m'en refuser beaucoup. Ouais. Et j'ai jamais voulu prendre beaucoup de coureurs. Donc, j'ai dû refuser pas mal, parce que je voulais pas dépasser 7, 8, 9. Le plus que j'ai eu, c'est 12. Ouais. Et 12, c'est déjà trop pour moi. Et en ski, ça s'est développé aussi. Il n'y a pas d'entraîneur non plus en ski. Donc, en ski, j'ai des coureurs qui ont tout de suite performé, qui ont gagné des courses en Coupe du Monde. Et du coup, j'ai eu la demande exponentielle en ski. Donc, il y avait demande exponentielle des deux côtés. Et comme le pont entre le ski et le trail fonctionne très, très, très bien, et du coup, je me suis mis dans un créneau que je pense intéressant et qui est quand même qui permet un point de vue qui est différent d'être simple entraîneur de coureur de course de plat, quoi. C'est clairement différent. Ouais, je rebondis un petit peu sur ce sujet de pont entre trail et ski alpinisme. J'ai lu le livre Up, tu sais, qui avait été fait en collaboration avec Kylian aussi, où il y a clairement, très clairement, c'est un ouvrage qui fait vraiment ce pont au niveau physio, au niveau caractéristiques physiologiques et physiques entre les deux disciplines. Toi, clairement, c'est ce que tu as compris très rapidement, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on voit des athlètes qui font des saisons entières, des hivers entiers sur les skis. Toi, tu l'avais déjà compris avant les autres, alors, c'est ça? En fait, je l'ai pas compris, je l'ai vu avant les autres. Ouais. Et après, j'ai essayé de comprendre. Mais je l'ai d'abord vu avant de comprendre. La première chose, je répète, c'est le premier trail que j'ai vu en 2001, c'est un skieur alpiniste qui gagne. Ouais. C'est un collègue de mon club, que je connais depuis tout gamin, mais que je connaissais qu'en tant que coureur sur plat. Et en coureur sur plat, il était bien, mais sans plus. Ouais. Et il y avait des gens bien plus forts en plat. Donc pour moi, le premier trail que j'ai vu, qui faisait 37 bornes et 2200 mètres dénivelé, je le voyais se débrouiller, mais pas du tout gagner. Il a gagné en se baladant. Et lui, il était en équipe de France de ski alpinisme.
à l'époque. Ouais. Bon, moi, je l'ai pas compris, mais j'ai encore pas tellement bossé à cette époque, j'entraînais pas, quasi pas. Mais après, ça s'est répété. Moi, je suis allé à Cerzinal, par exemple, en 2009. C'est Kylian qui gagne devant Florent Troyet. Florent Troyet, non, il fait 3. Florent Troyet, il fait 2,38 ou 2,37 même. Et c'est un gars, il court pas à pied. Je le connais. C'est un gars, il s'entraîne en ski, en vélo, à pied, il court quasiment pas. Il s'aligne à Cerzinal, il fait 2,37, il est sur le podium. Il y a quand même des choses comme ça qui se multipliaient, des exemples qui se multipliaient, et je me disais, non, mais il y a un truc, ça va pas, quoi. Il court pas, lui, je le connais, il court pas. Donc là, ça m'a vraiment interrogé, quoi. Ouais, j'imagine, ça a dû, du coup, tu parlais un petit peu, tu disais, après 2-3 ans de suivi des athlètes, tu t'es formé, entre guillemets, à la natte, à la physio et tout. Par quel moyen, du coup, tu t'es formé? Alors, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de passer les diplômes, questionnement que je me suis fait, c'est de passer les diplômes fédéraux. Donc, il y avait les 4 niveaux et je me suis un peu renseigné. J'avais un collègue qui l'est passé au même moment. Donc à la FFA, on est d'accord. FFA. Ouais. Donc j'ai regardé un petit peu le contenu. C'était quand même des choses qui étaient orientées sur le plat, que j'avais déjà bossé. Ça a pas trop changé, je te confirme. Et donc j'ai dit ça va pas répondre à mes questions. Et moi je vais répondre à mes questionnements, quoi. Donc j'ai bien compris que je n'allais pas trouver quelque chose dans la littérature. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit et puisque maintenant je considère que je vais entraîner, je me considérais pas comme entraîneur jusqu'à présent. Eh bien, j'ai pris les éditions de Bock, j'ai pris le listing des bouquins de physio des STAPS et de médecine du sport, j'ai pris les classiques de la physio, donc il y a le Astran, il y a le Costil par exemple, donc j'ai acheté le Costil, après j'ai acheté les bouquins de Billa, des Grégoire Millet, des bouquins, je sais même plus les auteurs, hein, mais voilà, je me suis fait une bibliographie, donc ça j'ai bossé pas mal de temps là-dessus. Après, j'ai fait de la biomécanique. J'ai acheté des bouquins de biomécanique. On est d'accord que tous ces ouvrages parlaient absolument jamais de trail ou de course en montagne. Ah non. Mais de toute façon, après, la question, c'est simple, c'est d'apprendre de la physio générale. Après, une qui est un peu plus orientée sur la compétition aérobie. Et après, essayer d'approfondir les connaissances de la course à pied, celles qui existent dans la course à pied de plat. Ouais. Le plat, c'est bien bossé puisque c'est des disciplines olympiques depuis 1896. Donc ça, c'est bossé le plat, il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est aussi la montée d'Internet des années 2005, 2010. Donc tout ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est de plus en plus fourni. Moi, ce que j'ai fait là, j'aurais jamais pu le faire 20 ans avant. Hein. C'était impossible. Donc il y a le plat. Après, j'ai cherché côté cyclisme, c'est-à-dire où il y a les sports qui sont travaillés. Donc j'ai acheté les bouquins de Frédéric Grapp, par exemple. Et puis après le reste, il faut s'y coller soi. Et puis l'expérience, le retour d'expérience. On apprend au fil des années. Et puis après, plus tard, après 2010, il commençait à avoir des travaux dans le trail. Donc Pascal, Guillaume Millet. On voit les premières études sur l'UTMB en 2009. Oui, alors celle-là, par contre, j'ai pas lu, bien que j'ai vu son podcast, mais je connais 2-3 de ses résultats, hein, mais celui-là, je l'ai pas lu. Et après, il y a eu des thésards, donc Marlène, je sais plus son nom exact, Jean Dolini, je crois. Je suis allé à la soutenance, on peut aller à des soutenances. Donc voilà, j'ai fait ça. Il y a des conférences sur la biomécanique, j'y suis allé aussi à l'université de Savoie. Pascal, sa thèse, Sabine, j'ai vu. Après, je me limite pas à ce qui est bibliographie langue française, donc je cherche aussi aux États-Unis ou la physio en Finlande, ils font beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Donc voilà, je multiplie les sources d'informations, je croise. Et puis maintenant, j'ai des collègues dans l'entraînement. Moi, je discute beaucoup avec Nico Martin, par exemple. Et puis, il se trouve aussi qu'en ski, maintenant, vu que j'ai quand même depuis 15 ans eu beaucoup de coureurs qui ont gagné des Coupes du Monde, je suis intégré avec le pool. Le ski vient de rentrer au jeu. Il est prévu pour 2026. Et du coup, il y a des moyens à louer. Et du coup, on a fait un pool des entraîneurs des coureurs, où on collabore avec les entraîneurs de la FFME. Et il y a un accord qui est fait avec le centre de Prémanon, qui s'occupe du ski de fond et du biathlon. Donc là-dessus, on peut bosser, on a le tapis roulant, on peut bosser l'hypoxie, etc., etc. Donc en fait, je me retrouve dans des groupes qui sont orientés entraînement
ski alpinisme, et d'autres qui sont entraînement trail. Plus, j'aime bien le cyclisme. Et après, j'ai observé que la coordination, c'était quand même très efficient en trail. Alors, j'ai essayé de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait. J'ai pas bien pigé. Enfin, je vois bien qu'ils sont très bons dans les terrains techniques. Ouais. Après, je saurais pas pondre un entraînement d'orienteur, quoi. Ouais, Je sais pas faire. Ça a des spécificités bien particulières. Ouais. Donc, on est d'accord qu'avec toi, c'est pas un sujet s'il faut oui ou non faire d'entraînement croisé en trail, quoi. Non, c'est pas un sujet. C'est obligatoire. C'est indispensable et obligatoire. Ouais. En fait, toi, tu es vraiment par ton expérience, a compris, j'imagine, oui. un peu avant les autres que le trail et encore plus, j'imagine, l'ultra trail était un sport de force et plutôt qu'un sport de vitesse, quoi. Totalement de force, même trail. Par contre, je suis pas avant les autres, parce que moi, je pense que les premiers qui ont bien compris, c'est quand même les triathlètes. Et c'est les premiers, par contre, vers lesquels je suis allé pour essayer de voir comment ils combinaient plusieurs sports. Mais les triathlètes, ça a changé mon point de vue aussi un petit peu. Voilà. Je pense que eux, ils ont l'habitude de bosser sur plusieurs sports et c'est les premiers qui faisaient ça. C'est la nature de leur sport. Hein. Tu disais tout à l'heure que tu te limitais à un certain nombre d'athlètes en suivi. Comment tu fonctionnais là un petit peu dans les plans que tu transmettais? Est-ce que tu faisais des séances en physique? Est-ce que tu allais voir tous tes athlètes? Est-ce que tu leur transmettais par quel moyen tu leur transmettais les plans? Est-ce que tu peux nous donner En fait, au début, comme j'étais dans un club d'athlètes, j'étais avec eux. Ouais. Donc c'était un entraînement aussi de contact où je voyais les gens et je partais avec eux le mercredi, le dimanche et j'allais sur les courses. Moi, je vais beaucoup sur les courses. J'aime bien ça. En fait, c'est ce qui me plaît, c'est d'aller sur les courses. Une fois que quand la course est préparée, c'est d'aller la voir. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, je suis allé beaucoup sur les courses et puis après, j'ai été obligé d'arrêter de courir à cause de ma hanche qui est toute usée. Donc, j'ai une prothèse de hanche et du coup, maintenant, je peux plus. Et du coup, heureusement, en général, j'ai des coureurs qui restent longtemps avec moi. Les coureurs que j'ai aujourd'hui, il y a 9 ans, 10 ans et 15 ans. Ah oui. Je suis avec eux. Donc, j'ai pas ce passage d'apprentissage de l'un à l'autre. Ouais. Où là, faut être souvent ensemble. Et peut-être il faut être présent dans beaucoup d'exercices pour voir si c'est bien fait. Quand on a des gens qui sont déjà expérimentés et qu'on a passé ce cap-là, je peux plus travailler à distance avec eux. Après, je les ai, ils enregistrent absolument tout ce qu'ils font. Et moi, j'ai les codes de leurs applications, ouais. Leur appli, et je regarde tout ce qu'ils font, et je le fais le dimanche soir et le lundi matin, et je fais les programmes à la semaine. D'accord. Chaque semaine. Et puis après, je les ai au téléphone chaque semaine. On est d'accord que tu as que des athlètes, on va dire, entre guillemets, performants. Ouais, maintenant, j'ai que des, oui, on va dire élites. Dans l'époque 2005-2010, j'avais des athlètes, pas forcément tous élites. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu tellement de demandes que après, alors certains sont devenus élites, ils n'étaient pas au départ, ou d'autres étaient déjà très forts. Et comme je change pas souvent de coureur, en fait, je tourne mon temps avec eux, quoi. Tu m'as dit, quand on a préparé un petit peu l'épisode, là, tu avais participé au premier groupe de travail FFA avec notamment monsieur Olivier Guy, qu'on salue. Hein, qui a beaucoup Guy, hein, avec comment s'appelle-t-il, Giraud qui était responsable du groupe. Ah pardon. Avec je pensais Olivier. Non, je sais parce qu'Olivier Guy l'a évoqué, je pense, dans son podcast un petit peu. Non, c'était avec Giraud qui était président de la FFA, qui a été président de la FFA, mais plus tard, pas à l'époque. D'accord. Donc voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là? Quel a été ton rôle c'était quoi? C'était plus faire un travail sur le trail, les caractéristiques du trail pour l'expliquer aux instances. En fait, quand la FFA a été donnée comme délégataire par le ministère Jeunesse et Sport pour le trail, ils ont pris le sujet, ils connaissaient pas, ils ont monté un groupe de travail, ils ont invité des organisateurs. Et à ce titre, Faverges, nous, comme on organisait déjà le trail de Faverges depuis 2001, on a été conviés et volontaires même, fallait aussi accepter de venir, à ce groupe de travail qui se déroulait à Valence. Et la question, c'était d'organiser déjà des compétitions au niveau national pour faire une coupe ou un championnat de France en trail. Et ça, c'était en 2007.
Et du coup, il y a eu des réunions de travail avec plusieurs organisateurs. Je me rappelle, il y avait Jackie Perrard, il y avait globalement, c'était pas des gros trails qui étaient les gens qui sont venus, à part les Templiers. Et du coup, il y a eu des discussions libres un peu au départ. Et puis après, il s'agissait d'orienter vers comment faire une Coupe de France. Voilà. C'est là qu'est né le TTN alors, du coup? Ouais, exactement. Trail Tour National. Donc en fait, c'était qu'est-ce qu'on peut mettre comme épreuve? La couverture géographique. Il faut quand même que ça réponde à tout le territoire. Les distances qu'on a à retenir, les systèmes de points, et puis de classement, hommes, femmes. Et voilà, donc il y a eu plusieurs réunions de travail et du coup jusqu'à déboucher sur le TTN en 2008. Le premier, il est de 2008. D'accord, donc tu as été quand même à l'initiative, enfin une des personnes qui ont réfléchi à tout ça au début, quoi. Oui, voilà, c'est plutôt mon club qui était invité. Et dans les gens de mon club, j'ai été dedans et voilà, quoi. Quel a été ton rôle, toi, au sein de la FFA en tant que formateur? Tu disais que tu avais suivi des formations pour être entraîneur, etc. Mais après, est-ce que t'as passé le cap d'être formateur FFA? Ah non, justement, j'ai regardé les formations FFA et je les ai pas faites, justement, parce qu'elles répondaient pas à mes besoins. Bon, après, j'ai entraîné dans mon club parce que ils avaient plus d'entraîneurs, ils étaient en panne d'entraîneurs, donc j'ai entraîné 4 ans la section hors stade 2004 à 2008, mais pour dépanner. Et sans diplôme. Mais bon, voilà, normalement, il faut un diplôme pour entrer dans un club. Sauf que là, ils avaient personne, hein. Donc, moi, j'ai rendu service, mais ça, c'était donc, section hors stade, il y a 40-50 personnes. Mais moi, je préfère l'entraînement individuel, quoi. Ouais. Toi, tu sentais que t'es plus, entre guillemets, efficace ou plus compétent, entre guillemets, sur du suivi personnalisé, quoi. Si on veut s'intéresser à la physio, à des choses un peu pointues, on peut pas le faire avec 40 ou 50 personnes. Et puis bon, voilà. Non, c'était pour rendre service. D'accord. On va parler un petit peu de ta perception et ta vision de l'entraîneur, parce qu'il me semble que t'aimes pas trop le terme coach. T'aimes pas trop ça. Quelles sont pour toi les principales caractéristiques, les principales qualités qu'un entraîneur doit avoir, les plus importantes? Je pense qu'il faut déjà essayer de voir un peu le profil du coureur qui s'adresse à nous, profil personnalité athlétique, de connaître ses goûts, un peu son mode de vie. Je pense que l'entraînement, il doit être adapté au mode de vie de la personne et de son environnement géographique, familial, que ses objectifs soient en adéquation avec ce que je peux percevoir de la personne. Voilà. Après, il y aura de l'accompagnement. Quand on rentre dans l'accompagnement personnel, et si c'est dans la durée, on a une relation qui devient intime, assez intime. Bon, pour moi, c'est des amis, hein, c'est clairement des amis. Hein, toi, tu as une relation assez privilégiée avec tes athlètes. Tu fonctionnes comme ça? Oui. Déjà, une chose, c'est que j'ai pas passé de diplôme qui me permette de faire au niveau de me faire rémunérer. Hein, donc, je fais gratuitement. Ça faut que ce soit clair. Et j'aime pas la relation client-fournisseur. D'accord. Donc, du coup, de toute façon, ça ne m'intéressait pas de passer un diplôme qui me permettrait d'en faire un métier. Parce que je serais tombé dans cette relation client-fournisseur. Et dans une relation client-fournisseur, une obligation de résultat, on va dire plutôt court terme, implicite un petit peu, même si c'est pas déclaré. Et moi, j'essaye, oui, effectivement, d'avoir des résultats, mais pas. J'offre ce que je peux faire, et après, ça convient ou pas. Voilà. D'accord, donc t'avais vraiment t'as une approche vraiment désintéressée de ton accompagnement. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de cet aspect-là? Pourquoi j'aimerais comprendre un peu mieux. Alors, ce qui se passe et ce que je vois aujourd'hui, c'est un changement d'époque. C'est que moi, quand j'ai fait du sport, j'ai toujours eu des entraîneurs. Quand j'ai eu des entraîneurs, c'était des bénévoles. C'était normal. Quand j'ai fait du judo, l'entraîneur du club de judo, c'était un bénévole. En athlétisme, au début, j'ai dit, il n'y avait pas d'entraîneur. Par la suite, il y en a eu, mais c'était des bénévoles. Et en fait, c'est avec les formations diplômantes, STAPS, option entraînement ou
toutes les formations qui sont nées un petit peu après 2005, 2010, 2015, qu'il y a eu des générations de personnes diplômées qui voulaient en faire un métier. Mmh. À l'avant, il y avait énormément de bénévoles, ils pensaient pas en faire un métier, ils étaient là pour accompagner, pour aider, entraîner, et même des super passionnés, hein, pas de souci avec ça. Mais moi, j'étais un peu habitué à ça. Et puis, je comprends maintenant qu'on va en faire un métier. En plus, il y a une demande qui est pas du tout la même. Aujourd'hui, dans le coaching, il y a un coaching coach de vie, il y a diététicien, il y a machin, ça n'existe pas tout ça. Mmh. Donc maintenant, il y a un besoin qui est très important, et il y a aussi une offre de coach qui est importante aussi. Et donc, effectivement, maintenant, c'est devenu habituel de se faire rémunérer et d'en faire un métier. Et quand on doit vivre avec ça, c'est normal, je comprends. Moi, j'avais la chance d'avoir un autre métier. J'ai jamais cherché d'en faire un métier, à vivre de ça. Ouais, c'est un point de vue, c'est tout à ton honneur. Hein, c'est pas le mien, je te dis clairement, parce que moi je suis diplômé d'un BPGEPS là, donc des diplômes dont tu parlais un peu juste avant, hein, qui permettent d'être rémunéré pour être entraîneur. Mais c'est tout à ton honneur et je salue aussi tous les bénévoles dans les clubs. Après, il y a une notion de responsabilité. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est hyper réglementé aussi, donc en ce qui concerne les assurances, en ce qui concerne donc voilà, il y a tout un volet qui fait qu'il y a beaucoup de formations qui servent de mon point de vue aussi à cadrer un petit peu les choses. La demande étant plus grande, nous dans certains clubs on a jusqu'à 80 personnes en même temps, donc on est plusieurs coachs à faire les séances. Donc ouais, c'est une approche comment dire particulière que tu as, qui est tout à ton honneur, qui est pas forcément la mienne, mais en tout cas c'est vrai que c'est d'avoir cette approche désintéressée, c'est quand même très c'est tout à ton honneur et tout à l'honneur de ceux qui le font. Moi, en fait, je vais pas me forcer parce que ça me plaît, voilà, tout simplement. Donc ça m'a plu, ça m'a bien occupé. Bon là, je suis plutôt sur la pente descendante parce que j'arrête petit à petit. Depuis 2017, j'ai pas repris de cours, hein, donc je compte arrêter d'ici 1 an, 2 ans. Donc j'ai moins de coureurs et voilà. Et puis ça fait 20 ans que je le fais, mais je me suis bien amusé. Hein. C'était voilà quoi. C'était super sympa. C'est des super années avec des super déplacements, des connaissances, un environnement stimulant au niveau intellectuel aussi, parce que c'est quand même voilà, on est toujours en train de cogiter. Donc pour moi c'était que du bon temps. Voilà. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas besoin de ça pour vivre. En fait, c'est ça. Si j'avais dû vivre de ça, j'aurais pas pu faire ça. C'est pas possible. J'aurais pas pu le faire comme ça. Ouais. Quelle est ta vision de l'évolution des méthodes d'entraînement aujourd'hui là par rapport à ce que tu as connu toi dans les années 2010 c'est quoi quels sont les principaux changements que tu as vu arriver? Changement, c'est beaucoup plus d'outils. Ouais. Donc on peut mesurer entre les oxymètres, les capteurs de puissance, les mesures de cadence, les accélérations, les mesures d'oscillation du centre de gravité, etc. Il y a énormément de données qu'on peut avoir. Il y a donc plus de formations qui sont faites, plus de littérature. Donc la bibliographie elle est bien plus importante. Retour d'expérience, il est beaucoup plus visible qu'avant sans Internet où en fait, ce qu'apprennent les uns les autres, on le connaissait pas. Aujourd'hui, il y a des sites pour partager, des gens avec qui on discute facilement. Donc, du coup, la circulation d'informations, elle est bien plus élevée. La quantité d'informations est bien plus grande. Et un tri plus important à faire. Exactement. Donc, à l'arrivée, c'est la synthèse. Donc, le problème, c'est la synthèse après. Ouais. Donc, on peut être noyé sous trop d'informations, ça c'est clair. Hein. C'est un débat, voilà. Donc, faut savoir rester sur l'essentiel, je pense. Ouais, ça me fait penser à ce que tu dis à Guillaume Millet, là, qui est passé récemment dans un podcast que je salue, à Cyclisme Performance, un jeune qui a lancé ce podcast-là, qui est sympa, où il disait qu'effectivement, même dans les données scientifiques, dans les études, il faut savoir prendre un peu de recul parfois. Bien sûr. Parce que on a beau être déjà une chose que je vais être un peu, comment dire, caricatural, mais à volonté, mais il y a tellement d'études qu'on va finir par trouver les études qui confortent ce que nous on croit. C'est-à-dire qu'en fait, on a des certitudes et on va toujours trouver des études qui vont conforter. Qui vont dans notre sens. Quel que soit le sens et quel que soit le sujet. Voilà.
Et voilà, parce que des études, il y en a quand même pas beaucoup qui sont faites de façon très scientifique. Pourquoi? Parce que l'échantillonnage, il est forcément pas très grand. On peut pas bosser sur des grosses populations. Donc, c'est quand il y a 10, 20 personnes. Quand on veut faire des protocoles, c'est difficile d'avoir plus de 20 personnes, 30 personnes qui vont suivre un protocole pendant longtemps. Identique. C'est-à-dire, protocole absolument identique. Oui, alors, un identique, 2 qui durent dans la durée, que les gens continuent de le faire, que l'échantillonnage soit assez grand, que le périmètre corresponde à quelque chose qui soit, je veux dire, si on veut bosser les facteurs de la performance en trail, il faudra définir des périmètres. On peut pas, voilà, on peut faire plusieurs petites études, mais une étude globale, c'est monstrueux, donc on peut pas le faire comme ça. Donc il y a une délimitation du champ de l'étude. Et après, il y a la manière de conclure et la manière de faire la synthèse et la manière d'en tirer des enseignements. Et ça, je suis persuadé que pour des mêmes études, selon qui fait la conclusion et selon l'interprétation, on n'en ressort pas la même chose. Donc en fait, ça reste quand même, voilà, il y a beaucoup d'infos, mais je pense qu'il faut multiplier le plus possible le nombre de sources, la variété et dans plusieurs sports. Mais après, il y a un travail de synthèse. Toi, tu t'appuies sur ce type d'études-là. Tu disais que tu t'étais beaucoup appuyé sur la bibliographie basique, on va dire, enfin au départ. Et pour avoir un cadre. Voilà, pour avoir une base. Aujourd'hui, tu t'appuies sur ces études scientifiques-là. Tu t'intéresses un peu à tout ça? Bah oui, totalement. Ouais. Et là, j'ai une coureuse. En fait, j'ai pris personne depuis 2017, mais j'ai fait une exception pour une personne là qui a été blessée, qui revient de blessure et que je vais aider un petit peu pour 1 an et demi. Mais cette personne est une sportive qui se débrouille pas mal. Elle est médecin du sport. Et donc elle, en plus, son expérience, c'est d'avoir fait faire des tests de VO2 dans le milieu de l'équipe de France de ski alpinisme et de faire aussi des tests où on en déduit des équivalences entre VMA sur plat et VMA en montée. Et donc, du coup, le fait de l'avoir en tant que coureuse, on peut beaucoup échanger là-dessus. Et ça, c'est des sujets qui me passionnent. J'ai pas mal cogité sur ces sujets-là, quoi. L'intérêt pour toi de l'entraînement, en tant qu'entraîneur, c'est quel est-il? Est-ce que c'est plutôt de la progression du coureur? Est-ce que c'est plutôt une adaptation à différents paramètres? Est-ce que c'est la réussite de l'objectif performance pure? Ou est-ce que c'est de la transmission de savoir? Est-ce que c'est quoi qui te parle le plus en tant qu'entraîneur? En fait, ce que je cherche, c'est satisfaire les coureurs que j'ai. Ils sont pas une tonne, hein. J'en ai 4 à temps complet, plus 3-4 que j'aide comme ça. Donc de comprendre leur motivation, de faire en sorte qu'ils réussissent eux. Alors, pour ce qui est de la transmission, ça va dépendre complètement des personnes. Si je prends les coureurs que j'ai en ski, par exemple, ils cherchent pas à comprendre l'entraînement et être capable de le faire. Comme je vais arrêter dans 1 an ou 2, on a déjà réfléchi à qui prendrait ma suite. Et ils seront pris en charge, mais eux, ils vont continuer d'être entraînés. Si je prends le cas d'Aurélien, c'est pas pareil, parce qu'Aurélien, lui, quand je vais arrêter, il va continuer tout seul. Tu parles d'Aurélien Dunant? D'Aurélien Dunant-Palaise, oui, pardon. Oui, parce qu'il est coach, il suit d'ailleurs Samir Tazi, que je salue. Ah, d'accord. Ouais. Donc lui, il s'y est mis, et depuis 1 an et demi, lui, on fait en sorte qu'il se pèse de moi, voilà, tout simplement. Donc lui, il est en train d'apprendre comment coacher, et aujourd'hui, il fait déjà une bonne partie de sa planification. Et moi, après, on va faire le point de temps en temps. Je dois l'avoir juste après le podcast. D'ailleurs, on va s'appeler. Mais lui, là, j'essaie de transmettre un savoir-faire. Mais la transmission, elle peut se faire que si la personne qui va recevoir est intéressée. Et plus qu'intéressée, il faut qu'elle soit passionnée. Parce qu'on peut pas lui bourrer, on peut pas le noyer de connaissances s'il n'a pas envie de les avoir. S'il n'a pas l'intérêt de les avoir, s'il n'a pas la volonté de vouloir comprendre, il y a des choses compliquées, assez compliquées. Faut être curieux, il faut que ça plaise. Ouais, ça a un peu attrait à la psychologie, l'entraînement. Être entraîneur, c'est un peu être psychologue, c'est comprendre. Forcément. Comprendre ce qu'attend l'athlète, de quelle manière on peut lui transmettre les informations. Est-ce que effectivement il y a des athlètes qui ont vraiment besoin de tout comprendre, il y a des athlètes qui ont besoin d'être uniquement guidés. Toi, tu as vu vraiment des différences Alors moi, je suis très surpris. J'ai eu pas beaucoup de coureurs en 20 ans, je crois que j'en suis à 36 ou 37, c'est pas beaucoup par rapport à ce qui peut se faire.
C'est parce que je les ai longtemps, hein, tout simplement. Mais moi, je suis très surpris du manque de curiosité des coureurs, même élites. Même des gens qui gagnent. Moi, j'ai des coureurs qui ont été champions du monde en ski alpinisme, champions du monde en trail, et ouais, je suis surpris. Ils s'intéressent pas tant que ça. Voilà, donc moi, je pourrais pas être comme ça. Je pourrais pas être avoir comme ça un niveau comme eux et ne pas trop m'intéresser plus que ça à ce que je fais toute la semaine, quoi. Après, c'est un peu le rôle aussi. Enfin, l'entraîneur, du coup, il est là pour ça. Si Oui, tu vas par là, pas. mais si t'es pas foncièrement curieux en tant qu'athlète, ça fait partie aussi non, mais des ils sont contents, caractéristiques. ils reçoivent leur programme, on discute de s'il est bien réalisé, pas bien réalisé, on discute de s'ils sont fatigués, voilà, mais on sent qu'ils le prennent pas en main, quoi. Et c'est ce qui m'intéresse un petit peu avec la personne là avec qui je commence pour 1 an et demi. Pour l'instant, elle connaît pas l'entraînement, mais elle est coureuse, elle est médecin du sport. Donc, je pense qu'au bout d'1 an, ça va commencer à être intéressant de discuter. Parce qu'elle aura un premier recul sur l'entraînement, elle aura ses connaissances de physio, et l'athlète, c'est elle. C'est pas une personne tiers, c'est elle. C'est-à-dire que là, il y aura, à mon avis, des échanges intéressants. Et justement, puisqu'on parle d'échanges intéressants, on va revenir un petit peu sur plutôt la théorie liée au trail. On disait tout à l'heure, t'as vraiment une grande expérience de cette relation entre les sports, on va dire portés, hein, tels que le ski alpi, le ski de fond, etc., le vélo. Quelle est la principale caractéristique qu'on devrait, alors je sais que la question est un peu vache, mais quelle est la principale caractéristique qu'on devrait développer en tant que trailer de ton point de vue? Parce que là, je parle beaucoup avec Antoine Coste, là, qui est un Patreon qui me suit, et on a discuté de ça un petit peu en off, et on se posait la question si vraiment le développement de la VMA, le développement de la vitesse chez un ultra trailer était fondamental. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu en retires de tout ça, là, de ces liens avec le ski alpi, avec le vélo et tout? La VMA sur plat, non. Clairement non. Alors là, le problème, c'est qu'il faut moduler la réponse parce que le trail, c'est super large. Je veux dire, si on part du principe qu'on parle d'ultra. Alors sur l'ultra, là, je suis convaincu qu'il y a quasi pas d'intérêt. Voilà. VMA plat et non. Non, c'est pas pour moi. Tu peux développer tes compétences moteurs entre guillemets, ta VO2 par d'autres moyens qui sont plus adaptés à l'ultra, quoi. De ton point de vue. Ah, totalement. Et c'est la conclusion qu'on a aujourd'hui avec Aurélien et avec d'autres. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, bon, c'est un vaste sujet, hein, ça. Je pense la plus grosse qualité à développer en trail, c'est l'endurance de force, c'est la capacité à développer de la force dans le temps. Voilà. Ça, c'est valable aussi déjà au bout de 2 heures. C'est valable au bout de 6 heures, 8 heures, 20 heures. Quand on monte la tête au vent au bout de 20 heures il faut quand même pousser. Avoir une vitesse, c'est exercer une poussée. Donc, c'est développer une force. Et c'est développer une force au bout de 2 heures, au bout de 8 heures, au bout de 12 heures. On est contre une pente de 15%, de 20%. Il faut toujours être capable de développer une force. Donc, on n'est plus du tout dans de la VMA. De la VMA, c'est beaucoup de la biomécanique, la VMA. La VO2 max, moi, les skieurs alpinistes, les miens, ils ont entre 80 et 90. Donc, si c'était une histoire de VO2 max, ils couraient tous à 24 à l'heure. C'est pas le cas. Pour moi, le plat, c'est un problème de gestuelle, de pied. D'économie de course. Qui est valable sur le plat. C'est toujours valable quand la pente est faible, sans technicité, 2%, 4%. Et après, ça se décorrèle. Je sais qu'il y a des études qui disent il y a une corrélation jusqu'à 15%. Mais en fait, c'est vraiment à moduler. C'est vraiment à moduler. Parce qu'il y a différents profils de coureurs et moi, par exemple, mes skieurs, si je les mets sur le graphe de Pascal, qui a fait une corrélation là-dessus. Pascal Balducci. Pascal Balducci, oui. Ouais. Donc mes coureurs de ski, ils rentrent pas dans le graphe. Ils ont des VMA ascensionnels de 2300. Donc si je prends les correspondances par rapport à leur VO2 max, leur VMA ascensionnel, ils devraient courir à 23 ou 24. Ouais. Et moi, je les ai amenés sur un stade, ils courent pas à 23 ou 24. Hein. Et l'explication, je pense savoir. Donc, le problème, il est que c'est qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne VMA sur le plat? Et est-ce que les raisons qui font qu'on a une bonne VMA sur le plat
sont les mêmes est-ce que sont les mêmes déterminants qui vont déterminer la performance en trail? C'est ça la question. Et je pense que non. La question que je me posais, moi, et on avait échangé pas mal avec Pascal qui est passé à plusieurs reprises dans le podcast, que je salue d'ailleurs, et l'argument qui était de dire, pour développer ses capacités moteurs et sa VO2 max et voilà, la VMA, le travail de VMA donc sur plat, parce qu'on rappelle que la VMA c'est l'image de la VO2 max sur plat, était utile pour justement développer ces seuils et décaler un petit peu ces seuils vers la droite. Donc toi, de ton point de vue, c'est vrai. Mais tu peux travailler autrement et de manière plus adéquate avec le trail. Non, mais c'est simplement que la différence entre ce qu'il y a entre la VO2 max et la VMA, il y a aussi le rendement. C'est donc la technique. Simplement, c'est qu'on pousse au maximum la machine en aérobie et on développe la VO2 max. Quand on le fait sur du plat, ok, on le fait autant en montée. On le fait autant en vélo, on le fait autant en ski. Si je prends en comparaison en ski, en plus, on a 2 bâtons et on a les 4 membres qui poussent. Et donc, la demande en O2, elle est encore plus importante. Et aujourd'hui, quand on passe les skieurs dans le centre de Prémanon sur les tapis roulants, de l'avis de Schmitt, qui est le spécialiste du fond en France, les plus grosses VO, il a eu les plus grosses VO2 qu'il a vues. Devant le ski de fond et loin devant le biathlon. Donc déjà, en termes d'efficacité du développement de la VO2 max, le ski, c'est super efficace. Le ski de fond aussi. Parce qu'il y a les 4 membres. Il n'y a pas que ça. C'est un sport qui se déroule au moins 1200, 1400 mètres et jusqu'à 3000, 3005. Donc le gros d'entraînement, il est fait en altitude. Et puis surtout, il y a d'autres éléments qui sont... donc la VO2 ne suffit pas, c'est sûr et certain. Et il y a cette fameuse force, parce que si on a une VO2 élevée, sans force, eh ben on va pas arriver à développer on n'arrivera pas à pousser quand même. Et le besoin dans des pentes élevées, il est un besoin de force. Et si on prend quelque chose que je regarde souvent, c'est par exemple le marathon du Mont Blanc, s'il se déroule sur 3h45, et la phase finale, la montée à la flégère, ça monte raide. Et les gens sont en situation de fatigue. Ça fait 3 heures que tout le monde court. Et j'ai fait un petit calcul. Les longueurs de foulée, c'est 1m30, 1m40. On est à peu près à 25 000 foulées à ce stade-là. Ça veut dire qu'on a appuyé 25 000 fois. Et moi, je vois bien, qui court vite, c'est des Magnini, des skieurs, ils sont à l'aise. Parce que ils font du dénivelé tout l'hiver. Et eux, ils ont développé une force qui sont capables d'appliquer pendant 3 heures. Et donc, ils continuent à courir, Et moi, je connais, et ça, des arrivées de course, j'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et j'en ai vu beaucoup au Marathon du Mont Blanc, qui est significatif. C'est que j'ai vu surtout en général, je connais bien les coureurs qui se pointent et leurs caractéristiques. Si c'est des coureurs de plat, combien ils font au plat. Si c'est des triathlètes, si c'est des coureurs d'orientation. En général, j'observe beaucoup avant la course, déjà. Et donc, je vois les gens qui ont des grosses VMA, qui ont des bons temps au marathon sur 10, ils peuvent faire 29 ou 10, voilà, ils marchent. À cet endroit, ils marchent. Et Magnini, il court. Et Magnini, il prend 10 minutes et 10 minutes. Et ça, c'est pas une histoire de VMA sur place, ça. C'est une histoire d'endurance de force, être capable de sortir de la force encore au bout de 3 heures. Très intéressant. Passionnant. Du coup, la question que je me pose, c'est les phases d'hiver. On voit beaucoup de trailers, notamment élites, travailler leur VMA sur des périodes hivernales sur piste et tout. Ton point de vue là-dessus, on peut clairement dire que c'est pas judicieux. En fait, il faut quand même moduler. Si on habite la Somme, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà. Donc moi, je suis dans un milieu montagnard. Faire du vélo dans mon coin, c'est facile. Faire du ski alpinisme, c'est facile. Donc, il y a la possibilité de tout faire. Si c'est ça, moi, je suis absolument certain que le ski alpinisme, c'est le sport le plus efficient pour le trail. Avec des inconvénients qu'il faut pas ignorer. Et là, il faut les connaître, les identifier et les travailler à la sortie de la saison pour contrecarrer, voilà. Je sais que ça fait peur aux entraîneurs d'athlètes, en fait, le ski, parce que la cheville, elle est prise dans une coque. Et ce qu'on apprend en athlète, c'est le travail de cheville. Et on fait des éducatifs basés sur le travail de cheville. Mais il s'agit de limiter les oscillations verticales en course sur plat au maximum
pour conserver de l'énergie et pour l'économie de course. Et quand on est en montée, c'est pas du tout la même chose. Et en ski, on a ce gain de force qui est très très important et qui prend le pas largement sur les aspects biomécaniques de la course sur plat, qui ne sont valables que sur la course sur plat, parce que quand on commence à rajouter de la montée, des racines, des rochers, etc., on n'est plus du tout dans une description de la foulée de plat. Donc en fait, le ski là permet de développer cette force et donc d'être plus efficient. Ça, c'est pour moi, c'est sûr et certain. Et j'ai encore vu Zengama, là, c'est fin mai. Zengama, les skieurs, ils font 1, 2, 7 et 8. Et ils ont fini le ski 3 semaines, 1 mois avant. Ils n'ont rien fait à pied. Donc, il y a ce problème de cheville. Et il y a un deuxième problème, c'est la longueur de travail des chaînes musculaires. Parce qu'en ski, les pas, ils font 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 20. Et on développe beaucoup de force dans les chaînes musculaires, mais pas avec de l'amplitude. Donc après, quand on va passer à pied, une transition rapide qui demande de dérouler. Là, pour le coup, faut y aller de façon très progressive. Il y a une transition à faire. Il y a une transition à faire. Sinon, de toute façon, on se blesse aux ischios, voilà. Donc voilà, il s'agit de bien identifier ce que le ski apporte, les limites et les inconvénients qu'il peut y avoir, et après de bosser sur les inconvénients. Et après, je pense, c'est de retirer les bénéfices de là où ils sont, quoi. Et d'ailleurs, en vélo, on a aussi le même effet. Pour la montée, le vélo, c'est très efficace. Donc, si je comprends bien, là, pour clôturer avec ce sujet qui est hyper intéressant, mais quand même un poil technique aussi, mais qui apporte beaucoup d'enseignements, enfin, de ton point de vue, hein, c'est, si tu avais un conseil à donner, c'est travailler à un moment donné un petit peu la vitesse, mais à proportion de ce que représente la vitesse dans un ultra, par exemple. C'est-à-dire que sur un ultra, la vitesse et courir sur du plat, ça représente 10 ou 20%. Alors là, le problème, c'est toujours pareil, c'est de moduler la réponse par rapport au format. Donc là, si on revient à l'ultra, pour moi, le plat, aucune importance. Et je dirais même la VMA en général, pas tellement d'importance. D'accord. Et c'est la conclusion qu'on a aujourd'hui, même avec Aurélien. On a fait une petite observation l'année passée. Moi, j'ai suivi toute la course. Juste en passant, je signale que j'ai eu que 2 coureurs qui ont fait l'UTMB. C'est Caro Charot qui a gagné et Aurélien qui a fait 2. C'est 2 coureurs qui sont lents. Caro Charot, elle est pas rapide du tout sur plat. Et Aurélien n'est pas très rapide. Donc, déjà, j'ai l'exemple de 2 personnes qui ont des VMA pas très élevés. Ils font 1 et 2, hein. Donc déjà, bon. Et après, ce qu'on a observé, parce que bon, Germain va peut-être écouter, mais il y a un moment, Germain et Aurélien, ils étaient ensemble, et je sais que Germain est plus rapide qu'Aurélien sur le plat, on le sait bien. Il y a un écart assez important. Et dans la partie roulante à l'UTMB où ils étaient ensemble, ils bagarraient, en fait, sa vitesse, elle lui a servi à rien, à Germain, en fait. Il n'a pas pu tirer avantage de sa vitesse supérieure dans les parties roulantes. Il n'a pas pu. C'était le niveau de fatigue qui jouait. C'était pas du tout la vitesse. Je vois très bien ce moment-là. J'ai en visu là, cette période où ils étaient au coude à coude sur le plat. Voilà. Et puis j'ai encore vérifié là juste exprès avant cette visio. J'étais sûr qu'on avait parlé de ça. Mais la vitesse la plus élevée d'Aurélien pendant l'UTMB, c'est 12 à l'heure. Très peu de temps au-dessus de 12 à l'heure. Et dans une notion de VMA, il y a une notion de réactivité du pied, il y a une notion d'amplitude de foulée, il y a une notion de relâchement, et l'amplitude de foulée sur l'UTMB, mais c'est pas du tout l'amplitude de foulée d'une VMA, quoi. Ça, c'est rien à voir. En revanche, quand il faut remonter après Trian, et puis qu'il faut redélivrer de la force, là, la biomécanique, elle est pas terrible, hein. Mais par contre, faut développer de la force. Absolument passionnant, Jean-Louis. Merci beaucoup de ce partage d'expérience et de retour d'expérience. Tu parlais de l'importance du ski alpi. C'est un des premiers qui nous a montré que c'était hyper efficace de croiser, notamment avec le ski alpi. C'est Kylian. Et y es-tu pour quelque chose dans cette approche ou est-ce que, parce que on va pas trahir un secret, tu as travaillé avec Kylian à plusieurs reprises. Est-ce que tu y es pour quelque chose dans cette approche ski alpi trail? Ah bah pas du tout. Non. C'est Kylian, il a fait ça d'emblée. En fait, il est rentré c'était sa pratique en fait depuis gamin. Et il a fait ses études à Font-Romeu dans une section montagne. Et donc,
il a approfondi un petit peu les deux disciplines. Et il a fait ça totalement, de façon totalement naturelle. Moi, je le connaissais pas à cette époque. C'était pas, voilà. Donc, je l'ai connu bien après. Après, évidemment, son exemple, ça peut que conforter ce que je pensais. Et je pourrais en sortir une pêche de A4 d'exemples comme ça. Mais voilà. Et après, il s'est trouvé que, oui, comme on était quand même dans les mêmes créneaux, on va dire, parce qu'en ski, j'entraînais ses adversaires. Mm-hmm. Donc, William, qui a été champion du monde, il a gagné devant Kilian, en 2013. En 2012, c'est champion d'Europe devant Kilian. Et Kylian, je le connais depuis longtemps, et on se revoyait encore l'été. Donc du coup, on s'est mis à échanger sur l'entraînement, et du coup, je vois très très bien comment il a fonctionné et comment il fonctionne aujourd'hui. J'avais entraîné Emily aussi en 2014, donc ça c'était sur ses recommandations, on va dire. Donc j'ai l'habitude d'échanger avec lui. Donc je sais bien comment il fonctionne. Oui. Je sais bien comment il a fonctionné jusqu'en 2019 et maintenant, il a bien changé et comment ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Puisque tu as pris part à sa préparation de Sierzinal, je sais plus en quelle année c'était. Oui, 2019. Il a fait appel à toi en 2019 pour battre le record. Alors appel à moi. Il avait en mars, il avait décidé d'essayer d'être au taquet à 100% à Sierzinal, ce qu'il n'a jamais fait. Mm-hmm. Parce qu'avant, il faisait ça entre la hard rock et l'UTMB, comme il va faire cette année, ou entre le Cervin, 4 montées du Cervin, puis il allait faire Sierzinal. Et là, il s'est appliqué, il a dit, je vais m'y mettre à fond. Et en mars, il a dit, voilà, je pense m'y prendre de cette façon-là. Qu'est-ce que t'en penses? Donc après, j'ai donné mon avis, en suggérant quelques modifications. Et du coup, on s'est mis à échanger. Et du coup, je l'ai suivi, oui, toute sa prépa, entre mars et août. Donc voilà. Quelle a été la principale approche que tu as essayé de lui apporter à Kylian? Ce que je pense, c'est que Kylian, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc des milieux de montagne, forcément. Après, en entraînement d'athlète, il a pas trop de connaissances sur l'entraînement d'e-borne ou semi. Moi, c'était personnellement d'avoir un œil un petit peu sur cet angle de vue là de course à pied traditionnelle, mais surtout appliqué à un skieur. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que, s'agit pas d'entraîner comme un marathonien. C'est surtout d'entraîner Kylian Jornet tel qu'il est. Et Kylian Jornet, du coup, on s'est mis d'accord sur quel genre d'athlète il était. Est-ce qu'il était d'accord avec ce que moi je percevais de lui? C'est-à-dire que c'est un gars qui a passé sa vie à faire des pas, c'est tout bête ce que je vais dire, mais à des pas peut-être d'1,20 m de moyenne. Si je prends tout le ski qu'il a fait de sa vie, et si je prends la montagne avec des pentes raides, si je fais la moyenne de l'amplitude de ses pas, et sur la base de laquelle il s'est forgé, c'est des pas qui sont très courts en comparaison d'un marathonien. Marathonien, les foulées, c'est 1,90 m. Donc du coup, j'ai dit, je pense que tu es un athlète musculeux. Bon, ça, je pense pas, ça se voyait. Musculeux, qui a développé beaucoup de force. Et ça, je connais ses caractéristiques. Mais qui manque d'amplitude. Donc en fait, quand il va vouloir courir à 20, 21, 22, il va être bloqué par pour moi le rendement interne, ce qu'on appelle le rendement interne, qui est une notion qu'on a bien en cyclisme, mais pas tellement en course à pied. C'est-à-dire qu'on passe de l'énergie simplement à courir, sans le délivrer, on va dire, sur le terrain. C'est juste interne. Synchronisation des muscles entre eux, des chaînes musculaires entre elles, relâchement, amplitude de mouvement, souplesse, et aussi les masses musculaires des membres inférieurs, qui sont un peu importants. Et quand on court à 20 à 21 à l'heure, c'est bien mieux d'avoir des jambes fines, de pas avoir de masse dans les jambes. Donc, c'était surtout essayer de donner de la fluidité à de la foulée. Pas chercher, par exemple, à développer la VO2 max. Il a 92, c'est bon. Oui, ça va être compliqué de faire plus. C'était pas le sujet. Donc, j'ai dit, voilà, c'est pas ça qu'il faut bosser. Donc, quand on disait tout à l'heure, parler de faire de la VMA pour développer la VO2, oui, pourquoi pas. Mais là, c'était pas le sujet. Donc, c'est tout donner de l'amplitude et de la souplesse, améliorer le rendement à vitesse élevée, sans perdre sur tout le reste, par contre. Pas perdre en montée, pas perdre en descente. Donc, et c'était aussi être capable de le faire en état de fatigue. Si on prend Sierzinal, il y a énormément de montées. Et après, quand ça va vite, on a déjà fait 1900 de montées d'une traite. Donc, en fait, et ça, j'ai vu beaucoup de courses de Sierzinal avec les plus rapides qui essayent de suivre toute la montée. Et en fait, là où ils sont le plus rapides, en fait, ils ont plus la force de courir vite. Ça arrive beaucoup aux Kenyans. Et donc là, c'est ça qu'on les voit décrocher au bout d'un moment, quoi, en fait.
Bah, en fait, c'est encore une fois là qu'ils ont perdu leur force. Ouais. À vouloir suivre en montée quand c'est pas leur terrain, quand c'est le moment d'arriver dans leur propre terrain, ils ont perdu trop, ils sont trop affaiblis. En fait, ils n'arrivent plus à dérouler. Donc la question, c'était surtout d'être capable de courir vite, mais après 1900 mètres de montée, quoi. Ouais. Et rapide. Donc c'est ça un peu le sujet. D'où la succession de kilomètres verticales de 10 kilomètres. Qu'on a vu apparaître dans cette période. Qu'on a vu après, derrière, parce que j'avais suggéré de faire ça, un peu cet enchaînement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas trouver un 10 bornes qui suit 1000 mètres de dénivelé. C'est pas possible. Donc on est obligé de faire 1000 mètres, de redescendre, puis de faire un 10 en bas. Et c'est ce qui s'est mis à faire. D'accord. Intéressant. D'où cette période un peu, pas bizarre, hein, c'est pas le terme que j'utilise, mais enfin où on se posait la question, mais quels sont ces types d'entraînement? En fait, c'est toi qui lui as conseillé de. Oui, c'est nos discussions, oui. Ouais. Je dis, c'est de la vitesse, mais c'est de la vitesse en état de fatigue. La vitesse sur fatigue. Voilà. Et surtout, de pas faire comme beaucoup font, c'est-à-dire qu'on veut améliorer un point faible en mettant l'accent sur un point faible, mais on perd tout le reste. On perd le reste. Il s'agit de rester au top partout, quoi. C'est là qu'on voit que, en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que on voit très bien que t'es un coach avec l'expérience que t'as et des autres disciplines aussi. T'arrives à mettre en relation une épreuve particulière avec des qualités particulières, avec la personnalisation. Ah, totalement. Et je pense que c'est ça qui fait ta force aussi. Enfin, ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Moi, je prépare à une course, hein. C'est-à-dire que je mets en relation le coureur, j'ai sa représentation physiologique, on va dire, dans la tête. C'est un peu intellectuel le truc, plus ou moins juste, hein, j'en sais rien. Hein. Ouais, je me fais ma représentation, donc au niveau de la force, de la VMA sur plat, de la VMA ascensionnelle, de quelle capacité il a quand il court, quelle capacité il a quand il commence à marcher, est-ce qu'il descend bien dans les pentes raides, est-ce qu'il descend bien dans les pentes douces, est-ce que voilà, en fonction de la durée aussi, et donc de l'adéquation entre ses objectifs, c'est-à-dire le profil de la course, ce que va demander la course, par rapport à ce que lui sait faire. Et donc, par rapport à ça, on va déduire les axes à travailler. Mais il y a un lien totalement avec la course. Hein. Ouais, absolument passionnant. Absolument passionnant. Des caractéristiques spécifiques à une course donnée, en rapport avec ses compétences et ses caractéristiques physiologiques. Totalement. Et après, quand on a une cartographie, entre guillemets, de l'athlète, on a identifié des points faibles, des points forts, voilà. Après, il s'agit de trouver quel sport répond mieux aux points faibles, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas forcément, la réponse, elle n'est pas forcément qu'en course à pied. Elle peut être en vélo, elle peut être en ski. Et c'est pas forcément les 2 mois avant l'épreuve, c'est un travail de fond, ça. Du coup, par rapport à cette période-là de travail avec Kylian, je posais un peu la question vaste, mais qu'est-ce qui tu avais pas trop travaillé avec lui avant? Là, t'as vraiment travaillé en étroite collaboration. Un élément ou 2 éléments qui t'ont marqué sur Kylian, qui t'ont surpris et par rapport à l'athlète. Surpris, je sais pas. Enfin, je le connaissais quand même déjà pas mal. Hein. Moi, j'ai vu des points faibles. je peux le dire, il va pas se vexer. Mais c'est pas possible. Il est très mauvais en anaérobie. Voilà, déjà. Premier point. Il est pas bon en anaérobie. Quand dans les fractions courtes de VMA, il plafonne assez vite. Après plafonner, c'est des 400 entre une 4 et une 6, hein, quand même. Hein. mais oui, mais il y en a qui font 1 minute, hein, donc au moins. Hein. Donc voilà, il a un problème ce que j'ai vu, c'est que un athlète qui manque de vitesse sur du court, moi j'essaie de lui donner plus de récup pour voir ce qui se passe. Et j'ai vu qu'en lui donnant beaucoup plus de récup, en fait, il va pas plus vite. Ça sert à rien, de toute façon, il a récupéré. Ouais. C'est vraiment un problème de la vitesse qui plafonne on va dire, à une 4 ou 400, quoi. Mais pour moi, c'est un problème biomécanique. Complètement biomécanique. Ouais, c'est peut-être lié à c'est lié certainement à ce que tu disais tout à l'heure. C'est son historique sportif aussi qui limite. Oui, c'est sa foulée. Biomécaniquement. Oui, c'est la foulée. Faudrait qu'il bosse beaucoup plus la foulée pour aller plus vite. Et à côté de ça, quel positionnement tu as quand tu sais que Kylian c'est Kylian, hein, on le présente pas, mais ça te fait quoi, toi, en tant qu'entraîneur, de te dire je coach un des athlètes les plus connus et les plus performants de notre génération. Hein. Bon, moi j'aime pas dire je coach, je l'ai pas coaché, j'ai participé à sa préparation en échangeant, voilà.
Coacher, ça veut dire que je lui dirais fais ci, fais ça chaque jour et tout. Non, moi je lui dis. T'as été support, hein, entre guillemets. Je bosserai tel axe, je ferai telle séance. Et lui, il faisait les séances, il m'envoyait les chronos et on commentait les chronos. Et on essayait de voir pourquoi soit ça plafonnait, soit ça allait bien. Enfin voilà, essayer de comprendre. Voilà, coacher, ça veut dire driver de A à Z. Enfin voilà. Pas forcément, parce qu'on en parle. Je te coupe, mais pas forcément. On en parlait tout à l'heure. Il y a des athlètes qui vont avoir. Moi, je pense notamment à Sylvain Cachard là, qui est coaché par Nico. C'est quelqu'un qui, à mon avis, qui a quand même une belle autonomie, une belle indépendance sur ses séances et qui est juste, comme tu le disais, drivé. Et Nico doit certainement lui donner. Je parle pour lui, mais il doit nous donner des grandes lignes, un peu comme tu as fait Kylian. Donc il y a des athlètes qui certainement ont pas besoin d'être drivés, quoi. Donc d'un côté tu l'as coaché, ok. Moi je suis complètement étonné parce qu'en fait j'ai jamais voulu être entraîneur. Je me retrouve avec Kylian. Des fois je me pince, mais bon. Mais comme je le connais bien depuis longtemps, en fait, quand je le vois, j'ai pas l'impression que c'est Kylian en fait. Ouais. Tu es quelqu'un de très naturel. Allez, je vais te poser deux questions. Je suis désolé par avance. Ton plus beau souvenir de coaching? Alors d'entraîneur, pardon. Oh là, je suis vache. Hein. Non, franchement. Tu peux pas? Une hiérarchie, c'est difficile. Hein. Tu peux pas? Pas du tout? Non, je pourrais pas. Je peux sortir 4-5 ex aequo, mais mais pas un devant les autres. Bon. Ton pire souvenir d'entraîneur? Bon, ça a dû arriver, une grosse déception suite à un résultat, mais j'ai pas vraiment un exemple qui ressort. Ou l'arrêt d'un coureur que j'aimais bien, par exemple. Ouais. C'est possible, ça. Tu le prends pour toi quand un athlète échoue? Ouais. Oui. Pourquoi? Oui. Oui, parce que il y a quelque chose, je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, ou voilà, il y a un truc qui n'a pas bien marché, ou alors c'est vrai que si c'est une cause extérieure évidente qui a pas de lien avec la personne ou moi, évidemment, mais sinon oui, ça me fait cogiter, quoi. Il y a des moments où tu te dis à partir de quel moment tu dis à ton athlète là t'as fait de la merde en gros, ou t'as pas fait ce que je t'ai demandé? Non, jamais. Mais je veux dire, à partir de quel moment tu estimes que c'est ta pleine responsabilité, et à partir du moment où un athlète a aussi la sienne? Ça doit être dur à faire. J'ai un exemple d'échec. Globalement, j'ai des bons exemples. Enfin, ça se passe plutôt bien. Mais j'ai un exemple d'échec qui concerne Aurélien à la TDS 2018 2018, où j'ai complètement maîtrisé j'ai donné les charges de travail. Je les ai définies et je les ai contrôlées, je les suivais. Et Aurélien, on a monté en charge d'année en année. Donc chaque année, c'est un peu plus que l'année d'avant. Et là, à la TDS, on a fait non seulement des charges plus élevées, mais plus tardives par rapport à la course. C'est-à-dire que l'affûtage, il s'est réduit de plus en plus. Et moi, j'estimais que ça devait passer. Et là, TDS 2018, ça n'a pas passé. Donc là, dans le contrôle des charges, la façon de gérer l'affûtage, j'estime que c'est de ma faute. Hein. Voilà, c'est tout. Après, on échange tous les deux. Lui dit oui, je sentais que j'ai peut-être allé un peu loin, je n'en ai pas parlé. Bon, il a peut-être un petit tort de pas avoir fait de retour. Voilà, de pas avoir fait ça, mais enfin 90%, c'est quand même moi, quoi. Voilà. Et toi, à ce moment-là, tu es transparent avec lui, tu lui dis Ah oui, totalement. Oui. Ouais. Ah, c'est intéressant. Moi je commence à le vivre un peu de mon côté, c'est vrai que c'est quand tu entraînes à un moment donné, je pense qu'aussi c'est un échange, quoi. Complètement. Totalement. Non, mais comme je le disais, si j'ai des athlètes depuis longtemps, c'est des amis. Nous, on mange ensemble régulièrement, etc. Quoi, je veux dire. Donc voilà. Et puis moi, j'aime bien le retour quand même parce que c'est ce qui permet de valider ou pas ce qu'on pense de bien. Donc le retour, il se fait via une compétition réussie, mais pas que. Hein, c'est aussi au quotidien. Et c'est ce qui m'intéresse aussi un peu avec la personne là avec qui on va commencer un petit peu. Tu veux pas nous dire son nom du coup? Je sais pas elle ce qu'elle en pense, mais bon. Allez, on va la préserver alors. Mais en tout cas, voilà, c'est médecin du sport. Je suis curieux de voir ça, quoi.
Ça doit être intéressant. D'accord. Ça l'est pas encore, mais ça devrait l'être. Bon, parfait, Jean-Louis. On va sauter gentiment sur la dernière partie de notre échange et on va parler un petit peu plus du milieu du trail, de son évolution. On en avait parlé un petit peu dans la préparation de cet épisode ensemble. Comment tu perçois, toi, l'évolution de notre... Alors là, je parle vraiment uniquement du trail et de l'ultra-trail, de notre milieu global du trail. Comment tu perçois l'évolution? C'est un sport qui se démocratise, qui correspond à l'ère du temps, au besoin de sortir des villes, d'être dans la nature. Je pense qu'on atteint peut-être des stades un peu critiques en termes de quantité, parce que j'ai cherché là récemment le nombre de pratiquants en trail. Je sais pas ce que disent les études. Je crois qu'on est au million, quelque chose comme ça. Un peu moins, je crois. Un peu moins qu'un million. Ouais. Ça fait quand même du monde dans la nature. Il y a aussi, je pense que globalement, il y a l'esprit compétition qui se développe pour les élites, mais que pour la masse, ça correspond quand même à un besoin de s'évader, de faire du détective, sans chercher forcément des super perfs. Ça existe aussi, c'est pas l'apanage du trail, ça existe aussi sur les courses routes. 10 semis, j'ai fait des petites stats, là j'ai vu les courses locales. Il y a beaucoup plus de coureurs qu'avant, mais il y a beaucoup plus de coureurs à 2h15 ou 2h30 au semi, ça existait pas avant. Il y avait pas, quand on faisait plus de 2 heures, on faisait pas de semi, quoi. Et, comme le marathon, il y a des marathoniens en 5h30. Leur objectif, c'est de le finir. Et je pense qu'on a l'équivalent en trail. On a beaucoup de gens qui font le pari de faire 25 bornes ou 50 ou 80. Donc voilà, après il y aura un moment où je pense que ça va peut-être un peu se limiter, il y aura des limites peut-être physiques par rapport à l'environnement, je sais pas. Voilà. Toi, de point de vue, c'est plutôt positif quand même que les gens soient plus actifs que... Ah oui. Ça compense en partie, le sport en général compense en partie la sédentarisation de la société, quoi. Donc voilà. Après, l'aspect compétition, c'est un autre sujet. Et toi, justement, sur l'aspect trail, là, comment tu juges un petit peu cette évolution peut-être des mentalités, peut-être au niveau des élites notamment? Est-ce que tu as perçu, toi, de ton regard un peu à l'intérieur du peloton, là, des changements de perception? On sait que le trail, c'est un milieu qui est quand même assez sympathique. Moi, j'en suis le témoin tous les jours. Mais toi, de ton point de vue, ça a changé un peu ou pas du tout? Bon, c'est un peu plus compète, on va dire, devant, mais ça reste sympa, je confirme. Après, je suis pas dans le discours de dire le trail c'est le seul sport où ça peut être sympa, non, les autres aussi. Donc voilà. Après, oui, il y a pas mal de gens plutôt modestes, on va dire, dans les élites, peut-être moins modestes parfois à des niveaux intermédiaires. Bon, c'est difficile de juger ce qui est lié uniquement au trail, parce qu'en fait, il y a la montée des réseaux sociaux. Et des comportements dans les réseaux sociaux qui influencent les choses, mais qui influencent aussi en dehors du trail, pas qu'en trail. Donc oui, les comportements des gens, c'est pas les mêmes, ils se montrent beaucoup plus, voilà. Mais c'est pas le fait unique du trail, quoi. On voit là ces derniers temps, il y a deux choses qu'on voit. On voit une problématique sur beaucoup d'événements en France sur lesquels il y a beaucoup moins d'inscrits d'année en année. Enfin là, on voit cette année clairement, c'était vraiment frappant. Et puis il y a eu d'autres polémiques qui naissent en ce moment sur donc la présence d'ultra assez compliquée là, et la non préparation de beaucoup de partants. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce point de vue-là, surtout au niveau de l'ultra? C'est la course au kilomètre, ça oui, ça fait un petit moment. Ouais. Je pense que les gens, je sais pas pourquoi, je sais pas quel est ce besoin de vouloir absolument faire très long, d'aller au bout de ses limites et de s'exposer. C'est un besoin que je constate. Je pourrais pas trop l'expliquer. Je sais pas quoi dire. Et je pense que les abandons sont liés à ça. Mais je prends l'exemple, par exemple, encore une fois, du marathon. Moi, je connais des exemples de personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui perdent 10 kilos, qui se mettent à courir. Et la première chose qu'ils veulent faire, c'est un marathon. C'est exactement la même chose. C'est la même démarche. Ça n'existait pas avant. On faisait du 10 bornes. Quand on avait maîtrisé le 10 bornes, on faisait un semi. Quand on avait maîtrisé le semi, on faisait un marathon. Maintenant, on veut d'emblée faire, c'est comme un pari, quoi. On veut faire quelque chose,
peut-être que c'est l'équivalent de faire un sommet un peu difficile en montagne dans le temps, dans le passé. Mhm. Voilà. Ouais. Bon, ça, évidemment, ça va entraîner des abandons. Oui. On a décalé notre niveau Ouais. d'objectif, quoi. C'est-à-dire que. Ouais, puis si je compare par rapport à la montagne ou la haute montagne, que bon, j'ai pas été alpiniste, hein, mais je connais un peu. Il y a des gens qui allaient au CAF et puis qui essayaient de faire une course un peu difficile en montagne par rapport à leur préparation. Ça pouvait être difficile aussi. Ils pouvaient échouer. Là, c'est un peu l'équivalent, mais la différence, c'est que c'est dans un cadre où de toute façon, si on abandonne, on va être secouru. Ouais. Donc en fait, on peut tenter des choses un peu plus délicates pour lesquelles on ne serait pas prêt, parce que de toute façon, on a le filet de sécurité derrière. Et voilà, donc je pense. Après, je saurais pas expliquer mieux que ça le phénomène. Voilà. Ouais, je pense que c'est aussi lié beaucoup à la. On est une génération de manière globale qui veut tout rapidement. Oui. On prend pas le temps de construire notre Oui. stratégie, on va dire. Hein. Et, Oui. Je pense que c'est un peu en train de revenir en arrière. En tout cas, avec le podcast, moi, ce que j'essaye de faire, c'est aussi de promouvoir cette idée-là que si on peut attendre quelques années avant de faire une ultra, c'est que mieux. Hein. Moi, c'est mon point de vue en tout cas. Il faut laisser au corps le temps de s'adapter. Et puis c'est surtout. Ça s'acquiert sur des années, ça. Ouais, et puis surtout, comme je le disais avec Bertrand Souillet récemment, là, quand j'ai été invité dans son podcast, je disais, mais une fois que t'as fait ta diagonale des fous, tu fais quoi? Enfin, au bout de 2 ou 3 ans de trail, tu fais quoi après, quoi? Oui. Tu vois. Ouais, non, moi, personnellement, je comprends pas ça, mais bon, voilà. On est, je pense, hein, sans faire de critiques inutiles, mais on est dans une société qui veut tout de suite, et c'est un peu dommage. Je pense que moi, de mon point de vue, on constate quand même que les formats plus courts, là, les Cirzina, notamment les circuits Golden Trail et tout, on revoit un petit peu de l'intérêt pour ces formats marathons, ces formats plus courts, plus péchus, et on voit aussi notamment des gars comme Sylvain Cachard qui nous montre aussi que faire des trails courts et de la montagne. Et nerveux et de la montagne, c'est aussi beau, quoi, et ça fait rêver, quoi. Tout à fait, ouais. Mais il y a eu cet antagonisme entre la course de montagne et le trail il y a 10, 12 ans, 15 ans, qui a un peu disparu, là, aujourd'hui. C'est-à-dire? Avant, on était coureur de montagne, on était trailer, on n'était pas les deux. Les coureurs de montagne, n'appréciaient pas du tout la course au kilomètre, l'exposition médiatique des trailers. Et inversement, les trailers, les courses qui faisaient 10 km, pour eux, ça n'avait pas d'intérêt, mais c'est pas le sujet qu'elles fassent 10 km, c'est le temps qu'on met pour les faire. Et aujourd'hui, ça s'est vraiment gommé au fil des années. Ça, j'ai ressenti il y a une grosse différence avec des coureurs de montagne qui vont faire du trail et des trailers qui vont faire de la course de montagne, comme Nicolas Martin. Il y a des gens qui sont à cheval sur les deux aujourd'hui, sans problème. Et pour moi, c'est la même discipline. On a changé le nom, l'histoire est pas la même, c'est sûr, mais pour moi, c'est la même discipline. C'est comme en athlète, si on faisait une différence entre le 100-200, le 400 et puis le 5000 et 10 000. Non, c'est de l'athlète. Voilà. C'est pas le même format, mais c'est de l'athlète. C'est pareil. Puisqu'on parle d'athlète, je reviens un petit peu sur le sujet FFA, là. Toi, tu as encore un peu des contacts avec le milieu fédération et est-ce que tu... Non, pas du tout. Enfin, non. J'en ai via mon club, par exemple, parce que je connais toujours mes collègues qui sont au club de FADER. Je vois des choses intéressantes qui... Par exemple, ils ont jamais pu proposer dans mon club d'athlètes un entraînement pour le trail, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que déjà dans la section hors stade de mon club, 40-50 personnes, il y a plus personne qui vient pour du 10 d'SMI. Il n'y en a plus un qu'on fait. Et dans mon département, la Haute-Savoie, à part le 10 d'Annecy qui a de l'audience, qui a du monde, tous les petits 10 km, ils disparaissent. Il n'y a plus personne ou il y a peu de coureurs. La demande, elle est passée en trail. Et quand ils viennent, parce que quand on fait du trail, on n'est pas obligé de passer par la fédé d'athlètes. On peut venir par d'autres biais, il n'y a aucun souci, on n'est pas obligé d'être dans un club d'athlètes. Ceux qui passent par le club d'athlètes, ils n'ont pas la réponse en termes d'entraînement. Moi, j'ai eu aussi du succès en termes de coach, parce que dans la réalité, au début, c'est des gens qui sont au club d'athlètes Faverges, parce qu'ils savaient que moi, j'entraînais en trail. Et voilà. Mais après, moi, si c'est pour les entraîner, et j'ai pas besoin non plus du club dans ce cas-là. Puis ils ont même pas besoin de prendre une licence. Donc, et aujourd'hui, ça c'était en 2005, et aujourd'hui on est en 2022, c'est pareil, ils répondent pas. Par contre,
très bien à l'école d'athlétisme, très bien pour les jeunes, il n'y a pas de souci, l'athlétisme. Mais pour le trail, ils ont aucun progrès. Et en plus, on sent qu'ils ne considèrent pas. C'est ça qui est plus grave. Ils n'ont pas la considération. Alors moi, pour faire un petit retour personnel, je suis une formation de trail et course en montagne au sein de la FFA. Il y a quand même des choses qui sont faites au sein de la FFA. Il y a des programmes. Bon, on n'est pas toujours satisfait de ce qui est proposé, mais globalement, il y a des choses qui se passent. Et puis petit à petit, on en parlait notamment avec Olivier Guy, avec Adrien Séguré, qui est le sélectionneur de l'équipe de France. On voit quand même qu'il y a une volonté de vraiment essayer, je dis bien essayer vraiment d'intégrer le trail au sein des clubs FFA, et notamment avec les gamins. Donc c'est vraiment le tout début. Ça fait presque 20 ans que la FFA a récupéré la gestion du trail, mais on n'a pas beaucoup avancé sur ces sujets-là. Mais je pense que là, il y a un vrai coup d'accélérateur qui va être mis. Toi, ça m'étonne quand même que ce que tu dises là, par rapport à ton club où il n'y a pas de trail. Club de Haute-Savoie, de Haute-Savoie quand même. On n'est pas, voilà, on est à côté d'Annecy, c'est la capitale des marques de trail, des marques outdoor. C'est pas. Absolument. Non. Moi, je connais une jeune fille qui voulait faire du trail. Tous les entraîneurs l'ont détourné, tous. Il fallait faire les interclubs, les crosses et tout, etc. C'est pas bien à ton âge. Elle avait 24 ans. C'était pas bien. Faut pas en faire, etc. J'ai un petit exemple. J'ai discuté avec Axel Mollaret hier. Ouais. Qui est le record du monde de KV. Voilà. Axel, c'est une demi-coureuse. Elle va se rendre au championnat de France de trail de kilomètre vertical à Méridel. Simplement parce que faire un KV, c'est un exercice d'entraînement pour un skieur. Elle va même pas prendre sa licence, elle sera en open. Même si elle gagne, elle sera pas championne de France. J'ai discuté avec elle, je dis c'est quand même dommage. Voilà, tu peux. On verra, elle est fatiguée là, je sais pas ce que ça va donner, mais tu peux gagner. Elle, un titre de champion de France FFA, pour elle, elle en a 25 en ski. Et ça lui parle pas, quoi. Et dans le passé, elle a déjà été sélectionnée en équipe de France de montagne. Je l'ai fait prendre la licence dans mon club. Ils l'ont fait une petite baisse de tarif sur la licence sans lui faire payer la par club. Elle a fait quand même vice-championne de France. Elle a fait 2 fois championnat de France. Elle fait 1 fois 3, 1 fois 2. Au championnat d'Europe, elle fait 7. Elle rentre en équipe de France. Dans le club. Ils ont trouvé sympa tout ça, mais voilà, surtout, c'était épisode terminé. Voilà, ça les intéresse pas. Ouais, je pense que c'est aussi beaucoup culturel, je pense vraiment. Culturel, totalement. Le trail est trop éloigné culturellement de l'athlète. Exactement. Et l'athlétisme, c'est ce qui m'a plu quand j'étais gamin. C'est un sport normé. Ouais. C'est un sport de chiffres. Tout le monde sait ce que ça veut dire de sauter 7 mètres en longueur. Tout le monde sait ce que ça veut dire de courir le 100 mètres en 10-50. C'est très normé. C'est les spécialistes d'athlètes, les passionnés, ils sortent les records du 100 mètres depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà. Et le trail, il n'y a pas ce côté de chiffres. Ce côté chiffre, c'est différent. C'est vraiment différent. Limite, population par rapport à ton expérience, toi, limite, tu penses que le trail serait plus à sa place au sein de la Fédération française de ski, quoi. Alors non, parce que beaucoup ont suggéré la Fédé de montagne, mais je pense que ce serait pire. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que la FFA, c'est la moins pire des solutions. D'accord. Mais c'est pas bon. Le meilleur, ce serait une Fédé de trail. Voilà. Non, parce qu'en montagne, c'est encore plus éloigné de la course à pied que. Non, ils y sont pas. Ils y sont pas non plus. La course à montagne, alors là, j'expose mon inculture là sur ce sujet. La fédération, les championnats de France de course à montagne sont gérés par la FFA ou par le fédération de montagne? Par la FFA. Ah oui, bien sûr. D'accord. Mais la montagne, c'est d'inspiration athlétisme en fait, depuis la fin des années 80. Et c'est les fédés d'athlétisme qu'on promue la course de montagne, qu'on fait un championnat WMRA. Championnat international, qu'on fait des coupes de France de montagne, qu'on fait des championnats de France de montagne, championnats du monde, championnats d'Europe, ça fait depuis la fin des années 80, avec une définition un poil différente de ce qu'on peut avoir en trail, mais enfin c'est quand même à la marge. L'état d'esprit c'est pas le même parce que ceux qui viennent, ils ont un état d'esprit d'athlétisme.
Donc c'est t-shirt en coton, petits shorts et les godasses. Voilà, il y a rien dans le matos, rien dans l'image, et c'est la performance, Voilà. Et le trail, ça a été totalement autre chose au départ, sauf que maintenant, en trail, il y a aussi un côté performance qui arrive. Il y a toujours ce côté matériel qu'on développe parce que évidemment, hein, il y a un potentiel marketing derrière. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de trailers qui ont une mentalité maintenant qui se rapproche de celle des coureurs de montagne, quoi. Et inversement, des coureurs de montagne, Julien Rancon, Manu Messa, c'est des gens qui ont fait du trail, qui sont mis au trail. Donc ça se croise. Alors, il y a encore des différences. Culturellement, c'est pas la même chose. Mais au bout du bout, c'est quand même la même discipline. Faut pas. Voilà, c'est la version rapide du trail. Ouais. C'est le mi-chemin entre le trail et l'athlé, quoi. Ouais, alors il y a 2-3 courses comme le col de Vence, par exemple. Ça fait partie de la Coupe de France de montagne. Ça, c'est une montée sur goudron. Donc là, effectivement, on va pas le classer dans la même famille que le trail. Enfin, pour le reste, quand il y a une course de 10 bornes, 1000 mètres de montée-descente dans des sentiers, c'est bon, hein, c'est un trail de 10 bornes, c'est tout. Voilà. Juste un exemple pour situer, parce que il y a le trail court, trail long, il y a le trail course de montagne, il y a le skyrunning. Si je prends l'exemple de Sierzinal, ça existe depuis quoi, 74, il me semble. Ouais, c'est le milieu des années 70. Ouais. Sierzinal, c'était une course de montagne. Mais en format, c'est 31 km par 2200. Donc en définition, c'est un trail court. Une année, c'est dans le championnat de course de montagne, WMRA. Une année, c'est dans le championnat de skyrunning, tout simplement parce que des fois, on passe à plus de 2000 mètres. Ouais. Et dans la définition, c'est un trail court. Donc, en fait, c'est de la sémantique, tout ça. Sierzinal, c'est toujours le même. Hein. Voilà. On essaie de mettre un truc classer un événement. Bah oui. Ouais. Et puisqu'on parle, on va clôturer là-dessus, Jean-Louis, puisqu'on parle de tous ces circuits au WMRA, tous les circuits fédéraux, les circuits privés maintenant qui se sont créés là depuis quelques années. Toi, de ton point de vue, on est d'accord que j'aiguille un peu ta réponse, mais c'est le bordel. Alors que c'est le bordel, tout à fait. Et le circuit WMRA, il est intéressant. Il va réunir les spécialistes de la montagne, il n'y a pas de souci, il est intéressant. Les Golden Trail Series, je trouve ça très intéressant, parce que dans le format court, il va tirer quand même l'essentiel des élites. Mais après, il y a quand même un championnat du monde de trail, il y a des championnats d'Europe qui ont eu lieu récemment. Et au final, ça se croise pas, quoi. Ou très peu. Donc, c'est dommage, mais il n'y a pas de course où il y a absolument tous les meilleurs. Alors, celle où il y a plus de densité, ça va être l'UTMB, ça va être Sierzinal. Et en réalité, ce que je pense, c'est simplement, c'est la course qui a sa renommée, et c'est ça qui compte, et c'est pas le challenge. C'est-à-dire que c'est Gamma, Sierzinal, c'est Sierzinal, l'UTMB, ce sera l'UTMB. Qu'on le mette dans n'importe quel circuit, ça restera les courses qui comptent. C'est la renommée de la course qui fait la course, quoi. Oui. Et comment tu perçois cette évolution plutôt circuit privé, je vois pas comment ça peut s'unifier, en fait. Ouais. Je vois pas. Toi, tu penses qu'on va vers des systèmes complètement différents qui vont cohabiter, quoi. Ouais. S'il y avait une fédé de trail, peut-être que ça pourrait s'unifier. Mais là, c'est des cultures différentes, des sensibilités différentes. Et du coup, pour moi, il n'y a pas beaucoup de points communs, hormis la discipline elle-même. Mais dans l'inspiration, il n'y a pas tellement de points communs. Très clair. Je suis assez d'accord. Je partage assez ton avis. Dernière question, Jean-Louis, pourquoi tu as décidé de prendre du recul du milieu? Non, mais j'ai des problèmes de santé, j'en ai pas mal. Hein. J'ai eu les prothèses de hanche depuis 2010, voilà. Et là, j'ai fait un infarctus il y a 2 ans. Ouais. Donc, bienvenue au club avec Philippe Propage, Eric Lacroix. Mais en plus, c'est qu'ils ont découvert un anévrisme, donc j'ai opération à cœur ouvert dans 3 semaines. D'accord. Donc, d'accord. Voilà. Tu prévois. Et puis surtout, il y a aussi autre chose, c'est que je me sens un peu, je commence à me sentir vieux, quoi, dans le milieu. Donc voilà. Tu te sens plus à ta place? Bah, je voudrais pas être le vieux crouton au milieu des jeunes, quoi, je veux dire. C'est voilà. Mais au quotidien, j'ai pas l'impression, hein, mais ouais, voilà, je suis passé à autre chose petit à petit, progressivement.
En tout cas, l'échange qu'on vient d'avoir, moi c'est plutôt du respect que j'ai, plutôt que le sentiment de quelqu'un qui est pas à sa place et quelqu'un qui peut apporter énormément aussi bon. Non, mais quelqu'un qui peut apporter énormément au milieu de la sagesse et ce serait bien qu'on arrive à te voir un peu plus peut-être prendre la parole, ça serait sympa. En fait, j'ai jamais voulu trop me montrer parce que comme j'avais des demandes et que je sais que je pouvais pas prendre beaucoup de coureurs, plus je me montre, plus les gens viennent, quoi, en fait. Ouais. Donc je me suis toujours un petit peu caché. Voilà, c'est tout bête. Tu as ce qu'on appelle le syndrome Daft Punk. Tu connais Daft Punk? C'est les mecs qui mettent les masques, tu sais. Ils mettent les masques pour pas qu'on les, enfin, ils mettaient parce qu'ils sont plus ensemble. Ils mettent les masques pour pas qu'on les reconnaisse et moi j'appelle ça le syndrome Daft Punk. Je me cache pour qu'on me demande de plus en plus. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon, en tout cas, Jean-Louis, c'était vraiment passionnant et puis je te remercie une nouvelle fois pour le temps que tu m'as accordé. C'était, moi, je me suis régalé. Aussi, hein. Je te remercie aussi. Les questions sont intéressantes. J'ai déjà vu dans les autres podcasts que tu préparais bien le sujet. C'est gentil. Donc, et puis, je remercie une nouvelle fois Fiona Porte. Ouais. On la salue. Et puis, je te passe le petit message là, comme ça, là, Aurélien et Axel, si un jour, tu peux leur passer un petit message concernant mon projet, ça serait volontiers. Aurélien, vu que normalement tu poses la question de qui te recommande, j'allais répondre Aurélien et j'ai donc averti Aurélien que j'allais le proposer. Ah ben voilà, donc voilà. Et donc il m'a dit oui, mais je sais, mais voilà. Il me dit c'est quand même long et là je suis un peu à la course, mais bon, donc il sait que voilà. Aurélien, c'est long, mais c'est volontaire. Et en plus je l'ai dans 30 minutes. Ah bah si tu peux leur repasser le message. Non, allez, pas de souci. Allez, super. Merci pour tout, Jean-Louis, c'était vraiment génial. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Courage pour les épreuves qui t'arrivent et puis on est avec toi. Ça marche, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bonne journée. Salut. Bye bye. Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Jean-Louis Ball, que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé et pour son retour d'expérience assez précieux, puisque comme je vous le disais en début d'épisode, ces apparitions publiques sont assez rares. Donc je le remercie une nouvelle fois et je remercie une nouvelle fois Fiona Porte. Si vous souhaitez suivre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez maintenant me suivre sur Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava. Vous pourrez également rejoindre la communauté du LTP en souscrivant à Patreon sur patreon.com/Let's Try le podcast. N'hésitez pas également à noter avec 5 étoiles et à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide le projet à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut.